Nous avons le plaisir de recevoir pour la deuxième fois Ludovic Greenling qui va nous parler monnaie et pouvoir. Et qui manipule la monnaie. Battre monnaie, c'est normalement le privilège d'un État. Et c'est un des aspects d'une politique, d'une nation ou d'une province autonome. Il y a encore quelques années, mais quel chef d'État européen pourrait reprendre cette phrase ? La politique ne se décrète pas à la bourse. On a changé d'époque. L'économie a pris son indépendance par rapport aux politiques. De même, certains États ont eu la velléité de créer des monnaies interrégionales ou interétatiques pour contrebalancer un certain billet où il y a le triangle, l'œil qui nous regarde et qui nous apprécie tellement. Et bien sûr, ça lui a valu la fin que l'on sait. Je pense que j'en ai dit assez, à vous. Déjà, on parle de monnaie. Alors voilà, je sors un petit billet. Voilà, nous avons notre billet de 20 euros. Parce que nous, on va payer notre petit repas aujourd'hui avec de la monnaie. On l'a eu comment cette monnaie ? On a en général travaillé pour l'avoir. Le restaurant a travaillé pour qu'on lui donne cette monnaie également. Mais tout le monde ne travaille pas pour recevoir de la monnaie. Parce qu'à la base, cette monnaie a été créée, elle ne tombe pas du ciel de manière égale sur nous tous. Elle a été créée par quelques institutions bien précises qui s'en servent et qui en profitent en premier. Le circuit de distribution de la monnaie n'est pas parfait, loin de là, et la monnaie est effectivement contrôlée et au profit notamment de certaines institutions. Alors on se doute bien quand même que voilà, on parle de monnaie, on parle d'institutions qui peuvent créer cette monnaie-là, on se doute bien que c'est lié quand même à l'État, mais c'est lié aussi aux banques et au système bancaire. Mais la question de base, c'est celui-ci, c'est celle-là. À partir du moment où nous, on est obligé de travailler pour avoir de la monnaie, imaginons quand même le pouvoir de ceux qui créent cette monnaie. Ils peuvent acheter autant de biens et de services qu'ils veulent. Foncièrement, je schématise. Mais c'est extraordinaire, c'est un pouvoir extraordinaire. On aimerait tous être finalement banquiers euros. Ce serait formidable. On ne peut pas tous être banquiers euros. Donc voilà, donc c'est la base, c'est un peu le sujet de ce soir, c'est qui contrôle la monnaie et qui sert-elle en premier. Voilà. Donc moi je suis journaliste financier, donc je fraye là-dedans depuis des années et des années et des années, et notamment j'ai été en contact avec pas mal d'économistes de banque, etc. Donc c'est très intéressant, je reçois leurs études encore tous les jours, et il y a pas mal de choses à apprendre là-dessus. Alors quel est le parcours d'un billet de banque ? Encore une fois, nous il nous est tombé là comme ça, pourquoi ? Parce qu'on a été payé avec, et puis on est allé le retirer au guichet de notre banque. Mais à la base, derrière ce billet de banque, il y a donc une monnaie électronique. On a sur notre compte en banque 500 euros d'affichés, on peut en retirer a priori normalement 500 euros, et donc on reçoit notre billet. Que fait la banque en fait quand elle nous donne ce billet-là ? Elle va acheter ce billet auprès d'une institution privée ou publique, qu'importe, qui imprime ce billet-là. Voilà. Mais elle ne fait que convertir ce qu'elle a sur son compte électronique, les 500 euros qu'on a sur notre compte en banque, quand vous allez sur Internet, en billets papier. Donc aujourd'hui, la vraie monnaie, en fait, c'est la monnaie électronique. C'est là où je veux en venir. Et d'où vient cette monnaie-là ? Cette monnaie-là ne vient que d'une chose, c'est la création d'un crédit. On a fait crédit à quelqu'un à la base, toute notre monnaie vient de là. Même l'entreprise qui nous paye avec cette monnaie-là, ce n'est que de la dette, c'est un crédit à la base. Aujourd'hui, ce n'est pas le dépôt qui fait le crédit, c'est le crédit qui fait le dépôt. C'est difficile, c'est essentiel, je commence par là parce que c'est très difficile à comprendre. Moi j'ai quand même eu du mal je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et c'est pas les économistes de banque qui l'expliquent très bien justement, c'est là où je voulais en venir, mais c'est le crédit qui fait le dépôt, parce qu'encore une fois cette monnaie ne tombe pas du ciel, et à la base il y a par exemple l'État qui va demander crédit à une banque, et cette banque va lui faire crédit de 1 milliard d'euros. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle invente une ligne de crédit sur ses comptes, dans son bilan, d'1 milliard d'euros.
Et après, tout ce qu'on a de matériel, en fait, ce n'est que la suite du phénomène. Mais tout vient de là, Le billet de banque, ce n'est que la suite. Encore une fois, la banque, si on retire beaucoup d'argent, elle sera obligée d'acheter de la monnaie auprès d'une institution qui lui imprimera cette monnaie. Mais ça, c'est vraiment pas le fait brut, le fait essentiel, le fait originel. Le fait originel, c'est qu'il y a un acte de création de monnaie. Une institution, un État, une entreprise par exemple, demande un crédit, elle demande 1 milliard, on lui crédite 1 milliard sur son compte. Alors attention, la banque, elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut n'importe comment, elle a quand même un bilan. Et il faut qu'elle fasse attention à ce que son bilan soit relativement équilibré. Pourquoi ? Parce que par exemple, si tout le monde se met à retirer l'argent en même temps, elle ne pourra pas rendre cet argent-là. Enfin, je vais y aller tranquillement, mais voilà. Donc à la base, c'est un crédit. Tout n'est que dette. Notre monnaie, c'est de la dette. Ce n'est que de la dette aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant très longtemps, jusqu'à assez récemment, la monnaie, c'était de la marchandise. Quand les seigneurs, à l'époque médiévale, prélevaient du blé, c'était de la marchandise. Aujourd'hui, la monnaie, ce n'est plus de la marchandise. Nous n'avons plus de monnaie marchandise. Donc c'est une monnaie qui n'a plus vraiment de valeur. Et qui, parce qu'il n'a plus vraiment de valeur, peut être créée à merci. Autant qu'on veut, presque. Mais c'est tellement vrai, d'ailleurs, vous allez voir, après je vais vous donner quelques chiffres, mais sur les 50 dernières années, par exemple, il y a une augmentation continue de la dette. Ça ne s'arrête jamais. Donc on parle de crise de la dette, mais en fait, il n'y a que la dette qui peut éteindre la crise de la dette. Tous les économistes de banque militent pour qu'il y ait davantage de dettes dans le système bancaire, ça faut le savoir. Moi je les écoute, je les vois, je leur parle, je reçois leurs études tout le temps. Ils militent et ils ne disent qu'une chose, c'est la crise de la dette c'est embêtant, mais alors faut créer des dettes à des niveaux supérieurs. Voilà, c'est la seule chose parce que on va le voir après, le système ne pourrait pas tourner sans ça. Donc encore une fois, il y a qui sont les plus gros emprunteurs. Notre monnaie vient de là à la base. Qui sont les plus gros emprunteurs ? C'est la puissance publique surtout, d'abord et avant tout. Et donc l'État et aussi les grandes multinationales. Et donc on a un phénomène qui est extrêmement que tout à chacun peut observer sur les 100 dernières années. Enfin, on peut observer sur les 50 dernières années et puis l'étudier sur les 100 dernières années. C'est qu'on a très logiquement, on a quoi ? On a un grossissement continu de la puissance publique, de l'État, et un grossissement continu des grandes structures privées comme les multinationales. Pourquoi ? Parce que la puissance publique, elle emprunte de l'argent et elle emprunte de l'argent par exemple pour faire des constructions, etc. Et les multinationales, les grosses entités privées empruntent de l'argent pour acheter des concurrents. Mais c'est un phénomène après qui ne s'arrête plus. Et encore une fois, on verra les chiffres de la Banque des règlements internationaux, la dette privée et publique ne fait qu'augmenter depuis 40 ans, de manière exponentielle même. Vous regardez par exemple les dépenses de l'État comparées au PIB. Il y a 100 ans, elles étaient minimes par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des États, disons, développés, dépensent entre 1/3 et 60% de l'équivalent du PIB. C'est absolument gigantesque. C'est-à-dire que les dépenses de l'État ont atteint des niveaux stratosphériques. Et on peut aussi le mesurer, cette puissance nouvelle de l'État qui a été rendue possible par cette création de monnaie, qui n'existait pas avant. L'or, par exemple, quand on l'extrayait, fallait aller le chercher dans les mines, on ne pouvait pas en extraire autant qu'on voulait. La monnaie, le billet que je vous ai montré, on peut l'extraire ou le créer autant qu'on veut. Et donc on le voit aussi sur un autre phénomène, c'est les impôts. Les impôts n'ont fait qu'augmenter. Il y a 100 ans, il y avait un peu plus de 100 ans, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu, il n'y avait pas d'impôt sur le capital. Le secret des affaires privées, c'était sacré. Et voilà, aujourd'hui, les impôts représentent la moitié de la production nationale, de ce qui est produit. C'est quand même incroyable. Pourquoi il y a autant d'impôts ? C'est parce qu'il faut gager cette dette nouvelle aussi. Il faut la gager. L'impôt, c'est un gage de la dette et rien d'autre. On va le voir encore après. Et enfin, donc ça, c'est tout ce qui est puissance publique. Et je pense que ce sont les deux choses essentielles à retenir. Évidemment, nous, on peut prendre un crédit pour acheter son immeuble, mais l'essentiel de la monnaie ne vient pas de là, de la nouvelle monnaie. Et la deuxième chose aussi, c'est le deuxième phénomène majeur des 60, 100 dernières années, c'est le grossissement de gigantesques monopoles privés. Voilà. Il y a toujours eu des monopoles privés, on est d'accord, il y a toujours eu, mais on n'a jamais eu autant de monopoles privés qu'aujourd'hui. Il y a l'Université Polytechnique de Zurich qui a fait une étude en 2011. Elle a pris les noms des 37 millions d'entreprises les plus grandes à travers le monde, en Chine, en France, aux États-Unis, partout.
Elle a fait je sais pas pourquoi j'allais dire un screening, mais c'est pas un bon terme. Elle a fait donc elle a listé toutes ces entreprises. Elle a regardé la toile de leur propriété, qui détient qui. Et en fait, elle s'est rendue compte que au total, il n'y avait que 150 entreprises, 150 entités privées qui détenaient la moitié de ces multinationales. Donc c'est-à-dire que 150 entités privées détiennent pas la moitié de la production mondiale, mais pas loin. Parce qu'aujourd'hui, L'Oréal produit quand même beaucoup plus que, par exemple, le bar qui est à côté. Donc voilà, et 750 entités détiennent 80% de la production mondiale. Donc on est quand même sur des niveaux de concentration qui sont sans doute inédits. Enfin, qui sont inédits même. Voilà. Donc la monnaie n'est plus une marchandise, on l'a dit, mais c'est un fait essentiel parce qu'une marchandise, on ne peut pas la créer à merci. Du sel, du blé, de l'or, faut aller le chercher, faut aller l'extraire. Alors qu'encore une fois, une monnaie sans valeur, hein, ça coûte rien d'imprimer un billet, ça coûte encore moins de créditer un compte de 1000 euros. Cette monnaie, on peut la créer autant qu'on veut. Pourquoi est-ce qu'on utilise cette monnaie ? Pourquoi est-ce que les gens ont tout d'un coup eu confiance dans cette monnaie qui n'a aucune valeur ? Et non, ils n'ont pas eu confiance. C'est que la loi a décidé que cette monnaie serait utilisée dans le grand public. Il y a eu En fait, je parle beaucoup dans le bouquin d'histoire, mais je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. Et je vous propose aussi qu'on échange, qu'on se pose des questions et qu'on parle et qu'on échange nos expériences. Mais il y a eu donc des lois essentielles, par exemple peu avant la Grande Guerre, en 1909, nous on passe ici en France, mais en Allemagne c'est à la même période exactement, une loi sur la monnaie légale. C'est-à-dire que en gros le gouvernement s'autorisait à payer ses fonctionnaires et ses armées non plus en or, mais en billets de la Banque centrale. Voilà. Et ces billets de la Banque centrale, par contre, on pouvait ensuite aller au guichet de la Banque centrale et les échanger contre de l'or. Voilà, et tous nos billets actuels qu'on utilise, en fait, à la base, c'était des billets de banque centrale échangeables contre de l'or. Et puis un jour, le gouvernement a dit « Ah non, votre billet, vous pouviez retirer tant de grammes d'or. Et ben non, vous ne pourrez plus retirer que la moitié. » Et puis un jour, il a dit « Vous ne pourrez plus retirer rien du tout. » Donc voilà. À la base, ça s'est fait en très peu de temps. Et à l'occasion de cette période terrible, qui est la première moitié du siècle, en fait. La Grande Guerre, et puis 39-45, les années 30. Et après, c'était terminé. Voilà, et c'est très intéressant d'étudier comment ont été créées les banques centrales. Là, je dresse un portrait général, un tableau général. Après, on va rentrer un peu plus dans le détail sur les banques et le système bancaire. Mais encore une fois, voilà, on a des banques privées qui octroient des crédits. Et puis, ces banques privées sont financées par une institut qui a une aura publique, qui s'appelle la Banque centrale, et qui octroie elle-même des escomptes, en gros des crédits, aux banques privées. Donc les banques privées sans cette entité centrale qu'est la Banque centrale ne pourraient pas vivre. Le siège du pouvoir est à la Banque centrale malgré tout. Et comment ont été créées ces banques centrales ? On peut prendre l'exemple de la Banque d'Angleterre qui est la première grande banque centrale à avoir été lancée. J'étais au musée de la Banque d'Angleterre qui est très sympa à Londres, à la City. Ça c'est intéressant aussi, c'est que la Banque d'Angleterre est vraiment centrale à la City. Déjà, la City est centrale à Londres. C'est un peu comme si la Défense était en plein cœur de Paris. C'est vraiment étonnant. On voit où est le siège du pouvoir à Londres. Mais la Banque centrale est vraiment... c'est le bâtiment principal quasiment de la City. Et donc, on visite ce musée qui est très intéressant. Et puis, il y a des documents historiques absolument formidables. Et notamment on apprend, ça on l'apprend dans les livres aussi, mais le musée est très bien fait, que la Banque centrale d'Angleterre avait été créée initialement à l'instigation donc de deux entités entre guillemets, le gouvernement anglais et les grands financiers du royaume. Le gouvernement anglais, ce qu'il souhaitait, c'est simplement pouvoir réunir des finances, réunir des espèces métalliques pour financer déjà les guerres à l'époque. Donc voilà, parce que se financer de ci de là de manière complètement discrétionnaire auprès d'une petite banque, d'une autre petite banque, c'était pas l'idéal pour lui. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement amassé et concentré les réserves métalliques qu'avaient les financiers privés, et ils se sont financés auprès d'eux. Les financiers privés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Logiquement, donc c'est comme ça, la Banque centrale d'Angleterre, c'est une institution privée
d'essence publique. C'est particulier, hein, c'est très particulier. C'est-à-dire que c'est un établissement qui avait été créé par les banquiers du royaume, mais avec l'aide et l'accord de l'État, du gouvernement anglais. Le gouvernement anglais, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a pioché, il a emprunté auprès de cette énorme institution. Et puis, une fois qu'il n'avait plus assez d'encaisses métalliques, et ben, l'institution lui faisait des certificats. Voilà, on vous certifie que c'était des certificats sur tant de grammes d'or. Encore une fois, on était toujours basé sur des espèces métalliques. Sauf que l'institution a fini par émettre énormément de certificats, beaucoup plus qu'elle n'avait d'encaisses métalliques d'or et d'argent dans ses caisses. Et il y a eu un miracle là-bas en Angleterre, c'est que ça a marché. Ça a marché, les gens ont commencé à... donc le gouvernement anglais dépense ces certificats. Et les gens ont commencé à s'échanger ces certificats en tant que tels. Ils ne sont pas allés tous réclamer leur or ou leur argent auprès de la banque centrale. Non, ils ont commencé à s'échanger les certificats, ils avaient confiance. Et pendant 100 ans, comme ça, le gouvernement anglais a pu se financer à bon compte. Ce que nous, en France, on a fait de manière assez brutale. Il y a eu l'expérience de John Law pendant la Régence en 1715-1720. Bon, bah, il a fait un peu le même système mais de manière extrêmement brutale, donc les gens n'avaient pas confiance. Ils savaient pertinemment que derrière il n'y avait pas assez d'encaisses métalliques. Alors bon, c'était un système un peu complexe que je raconte aussi dans le bouquin, mais en gros pareil, il a voulu imposer des certificats papier et les gens n'ont pas eu confiance cette fois-ci. Et c'était un peu ce qu'ont fait aussi les révolutionnaires pendant la Révolution avec les assignats. Mais en Angleterre, ça a marché pendant une centaine d'années, et puis pendant les guerres napoléoniennes, par contre, là, ça a plus marché. Les gens savaient très bien qu'ils ne pourraient jamais récupérer leur or, leur argent. Et donc les Anglais, pour la première fois dans l'histoire, ils ont fait ce qu'ils appellent une grande restriction. Ils ont dit, écoutez, non, désolé, vos certificats, on ne pourra pas vous rembourser pour l'instant, donc attendez un peu. Voilà comment ont été créées les grandes banques centrales. Et puis ensuite, donc, on avance encore d'un siècle, début du XXe siècle. Le gouvernement s'autorise à payer ses fonctionnaires et ses armées avec ces certificats-là. Mais encore une fois, à l'époque, on pouvait aller au guichet de sa banque, enfin au guichet de la banque centrale, et retirer son or sans problème. Voilà. Après, pourquoi est-ce que l'or a été utilisé dans l'histoire? Ça, chacun a ses thèses là-dessus. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on prend de l'or pour avoir pour nos bagues, etc. Bon, c'est parce que c'est rare, c'est inaltérable, c'est beau, on peut pas le créer comme ça à merci, voilà. Mais il y a eu dans l'histoire énormément de monnaies ont été utilisées, je veux dire, énormément de monnaies, du sel, même du tabac à certaines époques dans certaines régions, etc. Il y a quand même une thèse intéressante, c'est la thèse des chartalistes. Alors ça, c'est une thèse issue d'un... Parce que ce que je vous dis là, c'est les libéraux disent, voilà, la monnaie, c'est ce qui était échangé dans le grand public normalement. Le blé, c'est pas complètement faux et c'est pas complètement vrai. Les chartalistes disent, à la suite d'un penseur allemand qui s'appelle Georg Friedrich Knapp, qui est complètement inconnu, et qui a écrit il y a une centaine d'années un livre là-dessus, les chartalistes disent, non, attendez, la monnaie, c'est simplement ce que l'État prélève comme taxe. Parce que honnêtement, est-ce que le grand public, est-ce que nous on a le poids de dire non, attendez, je vous offre la monnaie, vous allez utiliser la monnaie que je veux. Non, si l'État dit vous allez prendre du sel, on va tous chercher à obtenir du sel. Si l'État nous dit on va vous prélever des euros ou des francs, on va tous chercher à avoir des euros et des francs. Donc en tout cas voilà, pourquoi aujourd'hui les gens ont confiance dans la monnaie, c'est simplement parce qu'on y est obligé. On y est obligé. Le code monétaire et financier, notre code monétaire et financier précise bien la monnaie légale de la France, c'est l'euro. Voilà, donc on ne peut pas mieux dire. Certaines lois dans le monde occidental précisent mieux les choses en disant tous vos échanges doivent être libellés en euros ou en dollars, ou etc. et pas autrement. Mais en gros, les États modernes ont mis en place des lois qui nous obligent à utiliser leur monnaie. Voilà pourquoi on l'utilise et pourquoi on en use. Est-ce qu'on a vraiment confiance dans cette monnaie? Non, on ne se pose même plus la question en fait. On se pose plus la question, mais attention, donc après, maintenant je vais revenir à la crise financière, certains se posent la question. Par exemple, en 2009, quand il y a eu la crise financière, il y a eu des pics inhabituels de retrait d'argent et de retrait de liquidités au guichet des banques. C'est bien qu'on avait peur quand même qu'on ne nous donnerait pas forcément, s'il y avait une grosse crise financière à la Société Générale ou ailleurs, toutes nos liquidités. Voilà, et donc voilà, sur la monnaie, c'est dit un peu simplement, c'est un peu... bizarre de comprendre ça, mais encore une fois, la monnaie qu'on utilise aujourd'hui, et c'est surtout là-dessus, je vous propose qu'on parle surtout de ça, ce n'est plus de la monnaie marchandise, ce n'est plus de la monnaie qui a de la valeur, c'est de la monnaie qui est contrôlée
par quelques institutions, la banque centrale et leur banque commerciale. C'est un lapsus, mais c'est plus ou moins leur banque commerciale dans le sens où les banques commerciales ne pourraient pas vivre, nos banques ne pourraient pas vivre sans la banque centrale derrière. Et cette monnaie, c'est de la dette. À la base, une création de crédit, voilà comment elle est créée. C'est de la dette, c'est de la monnaie dette. Et alors, qu'est-ce qui se prépare sur cette dette-là ? Pourquoi il y a eu cette crise financière ? Pourquoi aujourd'hui on cherche absolument à relancer l'inflation ? Comment ça marche, encore une fois ? Et je vais vous parler de la crise financière maintenant. C'est peut-être le meilleur moyen d'appréhender le système bancaire aujourd'hui et de savoir qui a le pouvoir un peu. Par exemple, qui a le pouvoir en France. Donc moi, j'ai vu il y a pas longtemps, il y a 2 ans, j'ai interrogé Jean-Claude Trichet, qui était l'ancien gouverneur de la Banque de France. D'abord, ancien directeur du Trésor. Ça, son parcours, il est exemplaire. Ancien directeur du Trésor. Puis directeur de la Banque de France, comme quoi le Trésor et la Banque de France c'est pareil. Moi, il y a aussi un ancien responsable de la Banque de France qui m'a dit non, mais le budget de l'État et la Banque de France c'est la même chose. Très bien. Et Trichet m'a dit mais on a perdu la mémoire, on se souvient pas, c'était une situation tragique en 2008-2009. Ah bon. Je vous propose aussi, je vais vous lire ce qu'a dit un sénateur américain aussi lors d'une émission aux États-Unis, un sénateur américain qui fait partie de la commission des finances aux États-Unis. Et donc qui était au cœur de l'action pendant la fameuse crise financière de 2008-2009 dont on n'est pas complètement sorti, c'est pour ça que je vous en parle. Donc une grande banque d'affaires américaine fait faillite en septembre 2008, et lui il a expliqué bien plus tard, il a dit la chose suivante sur une télé américaine. Le 15 septembre 2008 vers 11h du matin, la Fed avait observé des retraits gigantesques des marchés monétaires américains. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Au rythme de 550 milliards de dollars en l'espace d'1 ou 2 heures. Donc qu'est-ce qui se passe ? Marché monétaire. Bon. Le Trésor ouvrit son guichet pour placer 150 milliards de dollars dans le système, pour leur offrir 150 milliards de dollars en fait, pour qu'ils puissent retirer 150 milliards de dollars. Mais ils réalisèrent qu'ils ne pouvaient éteindre l'incendie. Nous faisions face à des retraits électroniques massifs. Les retraits électroniques, c'était pas vous ou moi qui le faisions, c'était les institutions financières qui étaient au courant du problème. Ils retiraient leurs sous. Et donc, qu'a fait le Trésor ? Ils ont décidé de bloquer les comptes monétaires. C'est terminé, on ne fait plus de retrait. S'ils n'avaient pas fait cela, les estimations du Trésor étaient qu'à 14 heures, donc genre 5 heures plus tard, 5 000 milliards de dollars auraient été retirés du système monétaire des États-Unis, ce qui aurait détruit toute l'économie des États-Unis, et sous 24 heures, l'économie mondiale se serait écroulée. Alors on se demande, mais pourquoi l'économie mondiale se serait écroulée ? C'est quoi le problème ? Si les gens retirent un argent qui existe, il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, l'argent, il va de B à A. On comprend que ça pose des difficultés à la banque, mais l'économie la population ne devrait pas s'appauvrir, a priori. Et bah si, parce qu'en fait, avec justement le système de la monnaie dette, on est en dessous du zéro systématiquement. Parce que les banques créent un argent qu'elles n'ont pas. Elles créent un argent qu'elles n'ont pas. Comment elles font ? Elles ont des fonds propres, les banques. Elles ont des fonds propres qui leur appartiennent et qu'elles pourraient nous rendre. Le problème, c'est qu'elles vont octroyer 30 fois plus, 20 fois plus, 30 fois plus de crédit qu'elles n'ont de fonds propres. Donc l'argent qu'elles ont réellement en caisse, en gros, quand elles octroient 20 € de crédit, elles n'ont qu'1 € en caisse. Et c'est pour ça que si tout le monde se met à retirer son argent au guichet, elle ne peut plus rendre cet argent. On est sous le zéro. La monnaie, c'est de la dette. Le vrai argent qu'ont les banques, c'est que dalle par rapport à ce qu'elles ont octroyé en crédit. Donc voilà, donc si c'est pas clair, faut me poser des questions, parce qu'effectivement c'est compliqué. Moi j'ai mis du temps à comprendre. J'ai quelques chiffres là, quand on étudie le bilan des banques et qu'on étudie tout leur bilan, parce que les banques elles le maquillent un peu, elles mettent des chiffres en bas de page, etc. Et on constate en fait que le Crédit Agricole, pour 1 € de fonds propres, il a octroyé ou il gage 25 € de crédit. Le BNP Paribas, pour 1 € de fonds propres, elle a octroyé ou elle gage 27 € de crédit. Banque Populaire Natixis, on est à un ratio de 28 fois. Donc 28 fois, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si plus de 2% de leur argent est retiré en même temps, la banque ne peut plus rendre l'argent.
La Société Générale, elle a pour 31 fois de crédit ou d'engagement de crédit par rapport à ses fonds propres, par rapport à l'argent qu'elle a réellement en caisse. La Deutsche Bank en Allemagne, c'est 38 fois, enfin bon, c'est des ratios invraisemblables. Et aux États-Unis, les Américains qui étaient à l'origine de la crise pour cette raison-là, a réussi à réduire ces ratios, mais pour une seule raison, c'est que la puissance publique a gagé énormément de leurs crédits pourris. C'est-à-dire que beaucoup des crédits qui ne seront jamais remboursés, on le sait très bien, ont été pris en main, rachetés en gros par la puissance publique, tout simplement. Donc voilà. Et pourquoi donc les banques ont besoin de sous et se refinancent auprès de la Banque centrale? Et c'est parce qu'elles n'ont pas d'argent. Elles n'ont pas l'argent qu'elles prétendent qu'elles devraient pouvoir nous rendre. Et donc la recherche de liquidité dans le système bancaire, elle est frénétique. C'est tous les jours. Il suffit qu'un virement, qu'il y ait un gros virement ou plusieurs gros virements de la Société Générale vers le Crédit Agricole. La Société Générale peut pas donner cet argent, donc elle se refinance auprès de qui? Auprès de la Banque centrale, par exemple, ou auprès d'autres institutions financières. Mais le plus souvent, c'est auprès de la Banque centrale. Et alors, ça, c'est vraiment un détail, mais le refinancement auprès de la Banque centrale, il se fait par mise en gage de titres qu'elles ont. Par exemple, elles ont des obligations d'État, elles vont les mettre en gage auprès de la Banque centrale. La Banque centrale leur dit, ok, je vous donne 1 milliard, parce que vous avez mis en gage 1 milliard d'euros d'obligations d'État. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que la Banque centrale, c'est vraiment l'institution essentielle. J'étais dans un journal économique et boursier pendant la crise, et j'ai côtoyé beaucoup de journalistes économiques et financiers. Quasiment personne ne savait ce que c'était qu'une banque centrale. Donc ça, c'est aussi ça qui m'a décidé à enquêter, et ce qui est devenu ce livre. C'est que j'avais pas d'informations, je ne trouvais pas d'informations, et les économistes de banque ne me donnaient, ils ont plein d'infos extrêmement intéressantes, parce qu'ils ont plein de données extrêmement intéressantes qu'un journaliste ne peut pas obtenir autrement, mais les économistes de banque ne voulaient pas dire vraiment comment fonctionnait la Banque centrale. On avait beau poser des questions, etc. Je me souviens, c'était vraiment terrible, hein, c'était vraiment incroyable. Je pense pourquoi, c'est parce qu'un initié ne va pas donner ses secrets, tout simplement, quoi. Un initié, il n'a aucune raison de donner ses petits secrets de fabrication. Donc voilà. Attendez, je vais peut-être aussi prendre deux trois anecdotes sur les. Non, bon, on en parlera après. Ah si, je vous disais, voilà, par exemple, les banques ne peuvent pas rendre l'argent qu'on est censé pouvoir retirer en cash, en liquide. C'est tellement vrai qu'en Espagne, quand il y a eu une très grande crise en Espagne il y a 4 ans, il y a 3-4 ans ça a commencé. Eh bien, c'est en fait directement les escomptes de la Banque centrale européenne, qui finançaient les retraits quasiment. C'est-à-dire que les gens, ils allaient retirer de l'argent au guichet. Les banques, elles s'étaient, comme vous le savez tous, elles avaient octroyé des crédits immobiliers délirants là-bas. Il suffit de voir le bétonnage sur toute la côte, la Costa Brava et tout. Et ces crédits s'étaient écoulés, ils valaient zéro. Les banques n'avaient plus d'argent en caisse, et elles ne pouvaient pas rendre plus de 2% ou 3% des crédits qu'elles avaient accordés. Sauf que les crédits, les gens, ils les replacent dans la banque, donc ils voulaient retirer leur argent, mais non, elles n'avaient pas d'argent. Et donc la Banque Centrale Européenne a fait des escomptes énormes, elle a refinancé directement les retraits au guichet, en fait, quasiment directement. Il n'y aurait pas eu la Banque Centrale Européenne, l'Espagne, le système bancaire espagnol s'écroulait. Et l'Espagne aurait été obligée de sortir de l'euro et aurait pu faire autrement, ça n'aurait pas été non plus. Donc voilà, donc je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais on comprend bien là-dedans. Voilà. Et alors aujourd'hui, parce qu'encore une fois c'est bien de faire de l'actuel, on va pas parler que d'histoire, on peut en parler après si vous voulez, mais je veux dire là on est au cœur du système. Là, en ce moment on entend on essaye de réduire les paiements en cash, en liquide, en espèces, mais pourquoi, etc. L'inflation, je sais pas si vous en entendez parler à chaque fois, oui il faut relancer l'inflation, il faut relancer la croissance, mais pourquoi, bon. Et alors qu'est-ce qui mettrait le système financier en péril? Il y a deux choses. Il y a les retraits d'argent, on vient d'en parler, car les banques n'ont pas l'argent promis. L'argent qu'on met en caisse, en banque, dans les livrets, ils sont immédiatement réutilisés. Les livrets, c'est réutilisé pour financer par exemple les livrets A, les logements sociaux. Les logements sociaux, ils sont financés comment par de la dette. L'assurance vie, c'est quoi? C'est des obligations d'État, c'est de la dette. L'argent qu'on met en banque, il est immédiatement réutilisé.
Donc le seul argent qui légalement, enfin qui devrait pouvoir nous revenir facilement, c'est les comptes en banque. Mais même aujourd'hui, les banques sont en train de réduire les retraits, les possibilités de retrait aux comptes en banque. Avec une carte de crédit, avant, vous pouviez retirer beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui. Moi, tout le monde me dit, j'ai plein de contacts. Je l'ai vu avec ma propre banque, mais je connais des gens qui avaient un peu d'argent, un peu plus que moi, et qui me disaient qu'avant, ils pouvaient, il y a encore 5 ans, retirer 5 000 € par semaine. C'est terminé, ça. Donc voilà, donc les retraits au guichet, c'est l'une de leurs préoccupations premières. Donc qu'est-ce qu'elles veulent faire ? C'est éviter qu'il y ait des retraits au guichet. Et c'est bien pour ça qu'on commence à entendre. Déjà, c'est bien pour ça que l'État réduit, le gouvernement réduit les possibilités de paiement en liquide. Avant, on pouvait payer 3 000 € en liquide. Là, depuis avril, on ne peut plus payer que 1 000 € en liquide dans nos transactions. Et à terme, Sapin, le ministre des Finances, vient même de dire on pourrait peut-être réduire à 300 € les paiements en liquide. Donc on ne pourrait pas acheter pour plus de 300 € en liquide dans n'importe quel magasin, par exemple. Donc réduire les paiements en liquide, voire supprimer les espèces, ça paraît dingue, mais c'est clairement l'un des buts recherchés. Les banques pensent déjà, j'ai déjà eu des études sous la main, à mettre des taxes sur les retraits aussi. Sur les retraits en espèces. Donc voilà, tout ça c'est compliqué à mettre en place quand même. C'est compliqué pourquoi ? C'est pas compliqué à mettre en place, pardon. C'est compliqué à imposer. C'est compliqué à imposer pour plein de raisons, mais la première d'entre elles, c'est que selon la Banque de France, 55% des transactions courantes sont faites en espèces. Donc c'est un peu compliqué de dire aux gens du jour au lendemain non, vous ne faites plus de transactions en espèces, et surtout on sait très bien qu'il y a énormément d'économies au noir. Il y aurait vraiment un risque d'écroulement, de baisse du PIB, de baisse des transactions et de baisse de la croissance très très important, quoi. Si vraiment demain on est obligé de payer tous les commerçants, les petits commerçants sont obligés de payer les taxes qu'ils ont sur leur dos, ils vont augmenter leur prix de 30% ou de 20%, donc les gens ne pourront plus acheter. Donc il y a quand même un risque à faire ça. Néanmoins, pourquoi on nous a imposé ces cartes de crédit avec les paiements à distance ? Je ne sais pas si vous avez vu les nouveaux paiements. On a des cartes de crédit aujourd'hui qui nous sont envoyées. Alors moi je l'ai changé. Mais sur la carte de crédit aujourd'hui, les nouvelles cartes sont automatiquement fournies comme ça, avec une puce RFID dedans, par laquelle on peut faire du paiement à distance. C'est-à-dire que vous posez votre carte, clac, ça y est, le paiement est effectué avec un simple boîtier. Pourquoi on fait ça ? Parce que chez le boulanger, c'est sûr, on va pas à chaque fois mettre notre code, c'est beaucoup trop long. Et ça, c'est une directive de la Commission européenne, la directive DSP2, qui oblige toutes les banques à fournir des cartes de crédit avec puce RFID d'ici à 2017. Voilà, et le but très probable, c'est encore une fois d'imposer une société sans cash et de pouvoir payer tous les petits paiements rapides, etc., de pouvoir poser la carte sur la borne et de payer sa baguette de pain comme ça. Parce qu'effectivement, on sait très bien qu'on va pas tout le monde, c'est matériellement impossible de faire son code, il y aura des queues dans la rue. C'est bête, mais ils pensent à tout, je veux dire, c'est absolument essentiel. Ce serait néanmoins dangereux, mais c'est ce qu'ils veulent faire. Si vraiment on arrive à ça, là on arrive dans un système totalement liberticide en termes monétaires. C'est-à-dire que déjà on ne peut plus utiliser la monnaie qu'on souhaite dans nos transactions. On ne peut plus se faire payer comme on le souhaite. Je sais pas, moi si j'ai envie de me faire payer par la location de tel immeuble, moi je travaille pour vous, je vous écris des articles à tel journal et puis vous me louez votre immeuble. Pourquoi on devrait me l'interdire ? On nous l'interdit. Donc voilà, et on nous l'interdit pourquoi ? Parce que l'État peut pas prélever ses taxes dessus, parce que l'État peut plus s'endetter. Si les gens n'utilisent plus sa monnaie, ça lui sert à quoi ? Et les banques ne peuvent plus octroyer les crédits qu'elles veulent. Les banques ont, encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'étude de l'Université Polytechnique de Zurich, mais elles ont acquis une richesse absolument inédite grâce au système du crédit, à ce système de la monnaie légale obligatoire et du crédit multipliable à merci. Le bilan de la BNP Paribas, pour vous dire, c'est tellement délirant. Le bilan de la BNP Paribas, c'est l'équivalent du PIB français, de l'ensemble de la production nationale. Donc c'est difficile de faire une croix sur un tel enrichissement. Juste avant la crise, c'est vrai que la crise a un peu changé les choses, mais juste avant la crise, le système financier dans les pays occidentaux, c'était entre 5 et 10% du PIB des systèmes financiers. Et c'était jusqu'à 25% des indices boursiers. C'est difficile de faire une croix sur un tel enrichissement. Voilà. Et puis on a bien vu sur la concentration de richesse aussi. Vous avez vu l'entreprise Altis ? C'est la société de Patrick Drahi, l'homme d'affaires israélien, qui est propriétaire de Numéricable, le fournisseur d'accès Internet, et qui a racheté en l'espace de 15 mois l'opérateur mobile SFR, avis aux abonnés,
et qui a racheté aussi énormément de médias, donc BFM, RMC, l'Express, la moitié de Libération. Mais il a racheté aussi Portugal Télécom au Portugal. Enfin, il a racheté énormément d'entreprises qui valent des milliards. Et écoutez, j'ai été voir tout simplement le bilan sur leur document de référence. En 2010, Altice produisait 170 millions d'euros de chiffre d'affaires. 170 millions. Là, en 2015, avec les achats récents, elle devrait arriver à 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc oui, on peut passer de 160 millions d'euros de chiffre d'affaires à 20 milliards grâce à la dette. Comment elle fait ? Elle emprunte auprès des banques ou auprès des institutions financières, c'est-à-dire qu'elle vend des obligations, mais c'est un peu le même système. Et donc on peut racheter l'ensemble du système médiatique français, des opérateurs, grâce à la dette. C'est quand même ça, c'est vraiment je pense l'exemple le plus caractéristique et le plus caricatural presque même du système, du business moderne, du business des grandes entités privées. Donc encore une fois, c'est difficile de faire une croix sur un tel enrichissement. Et donc que surveille le système financier par ailleurs, c'est la déflation. Les banques centrales, officiellement, ils ont un discours où nous voulons limiter l'inflation à 2%, etc. Ça, c'est un discours qui n'existe que depuis les années 90. Elles ont mis ça en place dans les années 95-96. Les banques centrales, elles existent quand même depuis 200-300 ans, donc on se doute que c'est pas a priori leur but. Dans ce musée de la Banque d'Angleterre où j'étais, vous entrez, grosse propagande, oui, nous sommes là pour veiller à la valeur de votre monnaie, nous sommes là pour éviter l'inflation, etc. Et puis vous allez derrière, et il y a des panonceaux qui indiquent que les prix au détail en Grande-Bretagne ont été multipliés par 8 entre 1960 et aujourd'hui. Ah ouais, d'accord, donc non, multiplié par 8, le but de la Banque centrale n'est pas de limiter l'inflation ou de préserver la valeur de la monnaie. L'inflation a littéralement explosé. Pourquoi ? C'est logique, parce qu'il y a beaucoup plus de monnaie en circulation. Et donc, je reçois des études tous les jours, et les banques et la Banque centrale craignent par-dessus tout la déflation, la baisse des prix. Voilà, elles veulent relancer l'inflation par tous les moyens. C'est important parce que pour l'instant il n'y a pas d'inflation, mais il pourrait y en avoir énormément dans 3 ans. Voilà pourquoi je vous dis ça. Et pourquoi elle fait ça ? Parce que la déflation, il faut pour refinancer la dette actuelle, pour que le système soit viable, il faut produire de la nouvelle dette. Voilà, c'est tout bête, c'est comme ça. Pour financer la dette actuelle, il faut produire de la nouvelle dette et il faut en produire toujours plus. Ne serait-ce qu'avec les intérêts de la dette. À partir du moment où c'est une création qui vient de nulle part, où on a crédité de 1000 euros et qu'il y a 3% d'intérêt, ne serait-ce qu'avec les intérêts, vous devrez toujours davantage d'argent à la banque centrale que vous n'en avez créé. Donc je veux dire, c'est un système qui se mord la queue, donc il faut davantage de dette et ça continuera. On nous balance, on nous bassine avec la crise de la dette, mais enfin les banquiers, au bout de 3 mois de crise de la dette, moi je n'entendais qu'une chose, c'est qu'il faut relancer le marché de la dette. J'en ai interrogé pendant 3 ans, je vous assure, ils ne pensent qu'à ça. Et c'est normal, c'est leur boulot. Et donc voilà, donc elles ont peur d'une chose, c'est ça. Elles ont peur d'une baisse de la valeur des actifs. Elles ont créé de la dette, notamment pour que les gens achètent des actifs. Si les actifs baissent, la dette qu'elle a créée, le crédit qui est derrière, n'aura plus aucune valeur. Donc voilà, donc elles veulent absolument relancer l'inflation et c'est ce à quoi on est en train d'assister. Et tout le monde se demandait, il y a encore 1 an ou 2, est-ce qu'on va s'arrêter dans cette création de monnaie ? Donc encore une fois, les banques centrales, soit maintenant elles achètent des actifs en direct, carrément, elles ne se prennent plus la tête, soit elles refinancent toujours davantage les banques commerciales. Et maintenant, il y a tout un système qui fait que, avant elles refinançaient les banques commerciales à 2%, 3%, maintenant elles refinancent à 0%. Les banques commerciales peuvent même plus déposer de l'argent à la banque centrale sans devoir lui payer un intérêt, donc c'est tout à fait nouveau. Et jusqu'où on va s'arrêter ? Certains se demandent, mais est-ce qu'on va pas mettre des taux d'intérêt négatifs pour forcer les gens à utiliser la monnaie ? C'est ce qu'ils veulent faire, il faut forcer les gens à utiliser la monnaie. Ils veulent pas qu'il y ait d'hyperinflation non plus, parce que le système bancaire s'écroulerait, mais on en est très loin, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils ne veulent surtout pas de déflation, et donc ils vont tout faire pour relancer l'inflation, ça c'est une certitude, on peut en être sûr. Donc soit empêcher, soit les deux, soit empêcher les retraits en espèces, soit relancer l'inflation, soit les deux, avec une possibilité aussi, c'est qu'on nous fasse le coup de Chypre, où on a carrément prélevé sur les comptes en banque des gens, et donc voilà. Il y a un troisième aspect. Prélevé combien de pourcents ? Chypre, ils ont pris combien ? Alors à Chypre, en fait, il y a eu un système de prélèvement au-delà d'un certain seuil, donc au-delà de 100 000 euros de dépôt. Ils ont prélevé jusqu'à 47% des sommes.
Il y a Christine Lagarde qui est la patronne du FMI, le Fonds monétaire international, qui est un peu la banque la banque des États, qui elle a carrément dit dans une émission il y a 2 ans, enfin pas dans une émission, dans une réunion du FMI il y a 2 ans, mais publique, si on prélevait 10% de toute l'épargne mondiale, on reviendrait au niveau de 2007. Donc ça n'arrangerait même pas le problème, on ne reviendrait seulement qu'au niveau d'avant la crise financière. Pour les dettes publiques et privées, hein, l'idée c'est de refinancer les dettes privées et publiques. Donc voilà, effectivement il existe un risque, et ça c'est faisable quand les espèces n'existent plus. Parce que si les gens détiennent des espèces sous leur matelas et retirent leur argent, vous ne pouvez pas leur prélever leur épargne. Donc voilà. Donc c'est pas une mauvaise idée moi je sais pas, je suis pas dans cette optique là parce que j'ai pas les fonds pour, mais c'est pas une mauvaise idée aujourd'hui de changer une bonne partie de son épargne, je sais pas, des gens qui ont pas mal de sous en assurance vie, en euros, des choses comme ça, de changer une bonne partie de son épargne, pas tout, faut en garder, mais dans des actifs réels. C'est vraiment pas une mauvaise idée parce qu'on pourrait nous le piquer, vraiment. Ça a déjà été fait à Chypre. En Espagne, maintenant, il y a une taxe sur les dépôts aussi, sur l'épargne. Une taxe très légère de 0,03%. Les actifs réels, qu'est-ce que c'est? Les maisons, C'est par exemple, oui, voilà, une maison, un champ. Et l'argent liquide qu'on a sous le matelas. Ah bah l'argent, oui, c'est bon d'avoir un peu d'argent liquide sous le matelas aussi. Ouais, tout à fait. Des actifs réels. Vous avez vu, ça a pas beaucoup de valeur, mais c'est toujours mieux qu'un compte en banque duquel on nous dirait non, attendez, vous pouvez plus retirer que 100 euros par semaine, par exemple. Et de l'or, pas beaucoup? De l'or, c'est une bonne idée ici. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc de l'or métal, de l'argent métal, c'est une bonne idée, mais c'est très problématique parce qu'on est dans un système, encore une fois, extrêmement liberticide. À partir du moment où notre rang, on ne peut pas l'utiliser pour acheter des biens et des services, c'est un peu compliqué. Néanmoins les financiers se couvrent aussi. Et donc ils achètent aussi de l'or ou de l'argent métal. Donc c'est pas une mauvaise idée d'en avoir quand même, hein. C'est même une bonne idée, même une très bonne idée, mais il faut pas non plus. Il y en a qui disent ça y est, faut tout convertir en or. Bah non, si on peut rien acheter avec notre or, ça nous sert à quoi? Donc c'est bien de convertir une partie de son épargne. Et puis c'est taxé aussi, donc faut essayer de faire ça. Faut pas hésiter à acheter de manière discrétionnaire un ami. Donc ouais, non mais c'est vrai, c'est important. Il y a la monnaie de Paris qui émet des pièces en or ou en argent, métal, qui ont cours légal. On peut payer avec. Donc ça c'est encore plus intéressant. Elle se fait de l'argent comment, la monnaie de Paris? C'est qu'en fait elle achète pour 30 euros d'or, elle met l'équivalent de 30 euros d'or au cours actuel dans la monnaie, donc c'est un alliage, la monnaie est un alliage, en fait c'est pas du tout de l'or pur, elle met cette monnaie, elle la vend 100 euros. On va se dire c'est du vol, parce qu'avec mes 100 euros je pourrais acheter beaucoup plus d'or. Oui d'accord, sauf que cette monnaie elle a valeur légale, on peut les utiliser, c'est une monnaie de 100 euros. C'est une pièce de 100 euros, de 50 euros. Donc c'est pas une mauvaise idée, ça c'est une bonne idée, ce sont des tirages limités, mais c'est une bonne idée de faire ça. Il y a un troisième aspect, alors ça, j'ai reçu encore une étude hier sur une grande banque, sur devinez quoi, les événements en Catalogne. Il y a un troisième aspect dont les banques ont très peur, c'est l'aspect politique. Et ça fait des années maintenant que toutes les sociétés de gestion, que ce soit un géant comme BlackRock, alors BlackRock c'est le géant américain qui détient 5% de toutes les sociétés du CAC 40, ils ont 3000 milliards de dollars sous gestion, mais ça peut aller aussi une petite société de bourse française, et puis à nos banques à nous, elles publient tout le temps des études maintenant sur le risque, ce qu'elles appellent le risque politique. Donc ça c'est extrêmement intéressant parce que ça montre qu'elles ont un pouvoir qui dépasse largement le seul côté financier. Et donc elle publie le risque politique en France. En Grèce c'était l'horreur, mon Dieu, si la Grèce sort de l'euro, c'est terrible. En Espagne, et maintenant même sur des histoires régionales. En Écosse, lors du vote sur l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur, par exemple, qu'un pays va sortir de l'euro, que l'euro s'écroule. J'ai été il y a 2 réunions dans lesquelles 2 économistes de une grande banque suisse, une grande banque française, je ne vais pas donner de détails, je peux pas, mais on dit exactement quasiment les mêmes mots, on prononçait les mêmes mots quasiment. L'un a dit, enfin les deux ont dit, le marché de la dette publique aux États-Unis c'est 15 000 milliards de dollars. Oh là là, le marché de la dette publique européenne, c'est-à-dire Europe centrale, Bruxelles, c'est 0 euros, il n'y a pas de dette fédérale européenne, ça laisse rêveur.
voilà, ça laisse rêveur. Ils avaient hâte, voilà. Et pour ça, il ne faut pas que l'euro s'écroule. Si l'euro s'écroule, on revient sur des dettes nationales, de nouveau, il y aura pas... Les banquiers vraiment militent pour une extension des dettes à des niveaux toujours supérieurs. Et c'est comme ça aussi que la roue de la dette, elle tourne. C'est-à-dire que une dette européenne, des obligations d'État européens, par exemple, ce qu'ils appellent des eurobonds, là, vous avez dû en entendre parler, n'effacerait pas du tout les dettes françaises ou allemandes. Les dettes françaises ou allemandes continuent à augmenter, mais en plus de ça, on créera un marché supplémentaire, la dette européenne. C'est un peu la marge des États modernes aussi. Hein. Voilà. Pour eux, c'est carrément la marge de l'histoire. Moi, il y a un économiste d'un des plus grands gestionnaires. Alors, un gestionnaire qui regroupe les sociétés la gestion sous fond du Crédit Agricole et de la Société Générale. Et il est venu me voir. Il m'a dit, mais c'est la marge de l'histoire, etc. Bon. Et regardez ce qui s'est passé au Canada, au Québec, ça marche très bien. Moi aussi j'ai voté non à Maastricht, mais moi j'étais trop petit à Maastricht. Hein. Bref, et il voulait me dire au final, ouais, mais faut de la dette européenne, faut de la dette à un niveau fédéral européen. Voilà. Et ça n'effacerait pas. Sauf qu'encore une fois, si des pays se mettent à sortir de la zone euro, etc., ça c'est plus possible, ça n'existe plus. Il y a un vrai risque politique, par exemple, à ce qu'un pouvoir arrive en France et dise, maintenant on va réellement contrôler notre dette. Ils veulent pas de ça, hein. Ils ne veulent pas de ça. C'est logique, c'est leur boulot. Et puis attention, hein, c'est vrai que si on réduit les dettes de la puissance publique, il y aura la crise ici. Hein. La puissance publique avec une telle importance en termes de dépenses, en termes de construction, en termes de, je veux dire, même tous les contrats de Bouygues soi-disant privés, c'est la puissance publique qui la gage, c'est la puissance publique qui obtient les contrats, qui lui donne les contrats. Donc c'est compliqué de sortir de ce système-là. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? En fait, moi, j'aimerais bien qu'on échange aussi, qu'il y ait des questions. Sur une question, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la loi de 1973 ? Ah oui, alors, ouais. Sous Pompidou. Voilà. Qui interdisait en quelque sorte au Trésor de créer de la monnaie et de devoir endetter. En fait, c'est une loi qui était d'abord passée aux États-Unis dans les années 30, je crois, et qui ensuite a été imposée en 1971-73 en France. Ouais, il y a eu un très bon bouquin. Puisque c'est ôter le pouvoir. La monnaie, c'est quand même la souveraineté, vous l'avez dit. En fait, la monnaie, à partir du... Alors, il y a eu un très bon bouquin, effectivement, qui est sorti d'ailleurs là-dessus. La monnaie, le principe de la monnaie, c'est qu'à partir du moment où on est obligé d'utiliser une monnaie et une seule, il y a effectivement, c'est l'État qui nous l'oblige, c'est la puissance publique, le gouvernement. Il n'y a absolument aucune raison, effectivement, à ce que cette monnaie soit déléguée à des entités privées. Voilà. Et ce qui s'est passé en 73, c'est qu'effectivement, encore une fois, alors je crois que la loi a été passée le 3 janvier. Souvent, les grandes lois monétaires, c'est passé fin décembre, tout début janvier, en pleine vacances, ou alors le 15 août. Milieu août, mi-août, etc. Très très fréquemment. Ça, faut faire super gaffe à ça. Hein. Si un jour on parlait des retraits en liquide, des choses comme ça, si un jour on a malheureusement ce genre de choses ici, ce serait en général dans ces périodes-là de vacances ou de fêtes ou de Noël. Et donc là, effectivement, en 73, Pompidou, qui avait été directeur général de la banque d'affaires Rothschild, qui n'avait plus du tout son... Alors, dans les années 60, alors bon, à l'époque, la banque d'affaires Rothschild, elle n'avait pas le poids qu'elle a aujourd'hui. Néanmoins, faut le relever. Donc, sous Pompidou, disons, Giscard et Pompidou... Attendez, Giscard... Ah, je crois que c'est Giscard en plus. Hein. Font passer cette loi. Comment ? Ah, voilà, il était aux finances. Ouais. Donc, Giscard et Pompidou font passer cette loi qui coupe l'accès direct du gouvernement auprès de sa propre banque centrale. Comment le système était fait avant ? C'est que le gouvernement pouvait se financer à 0% auprès de sa banque centrale. Il fallait qu'il fasse ça de manière bien gérée. Si c'est mal géré, c'est comme aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas de changement. Hein. Si c'est bien, je veux dire qu'il passe par des banques privées où sa propre banque centrale n'est pas tellement différent. La seule différence, c'est que les banques privées deviennent un intermédiaire et acquièrent un poids absolument gigantesque dans l'économie. Et c'est ce à quoi on assiste. C'est intéressant de dire ça parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que une banque d'affaires comme Rothschild, par exemple, alors Rothschild, vous lui passez un coup de fil,
j'invente pas tout ça, hein. Il y a eu un très bon bouquin d'une journaliste de l'Usine Nouvelle, qui est un super journal, un des rares journaux encore valables, qui a écrit un bouquin sur Rothschild, qui avait accès à Edward de Rothschild et tout. C'est une banque d'affaires qui a accès à Washington, déjà, en un coup de fil, et qui a accès aux banques. Et si quelqu'un a besoin de fonds, elle va appeler une banque, et la banque lui octroie 1 milliard d'euros de prêt, etc. S'il lui dit, ouais, c'est bon, son business est bon, etc. Et par exemple, pour montrer le poids effectivement, de ces banques privées au sein de la chose gouvernementale, aujourd'hui, c'était pas le cas avant, depuis que notamment il y a eu cette loi de 73, qui oblige donc le gouvernement à se financer auprès d'institutions privées. Et ces institutions privées se refinancent auprès de la Banque centrale, qui est une institution qui a une aura publique, qui a été fondée par le gouvernement. Ça n'a vraiment aucun sens. Eh bien, par exemple, le secrétariat général de l'Élysée est assuré depuis maintenant 7 ans, depuis que ça a commencé sous Sarkozy, par d'anciens associés gérants de la banque d'affaires Rothschild, par exemple. Donc c'est intéressant, on voit qu'il y a le pouvoir en France. D'ailleurs, si vous tournez autour de l'Élysée, Rothschild ils ont un hôtel particulier juste en face. Ouais. Comment ? Ouais, bon, c'est un détail, c'est drôle, c'est pas. Je veux pas. Oui, voilà, il y a une certaine logique. Ouais. C'est un signe de l'histoire, quoi, on va dire. Si vous permettez que je fasse 2 remarques là-dessus. Des économistes ont montré que c'est depuis 1973 la dette publique, et non pas la dette dont vous avez parlé au sens large des crédits qui sont créés par les banques. La dette publique de l'État n'a cessé de croître depuis cette date-là. Ouais. C'est-à-dire que la dette publique est pratiquement nulle à cette époque, et elle est multipliée par je ne sais plus combien, je ne sais plus le chiffre peut-être. Je pense qu'il y a 2 phénomènes là-dedans. Ouais. Ma deuxième remarque, qui me semble assez importante, c'est un événement assez historique. Kennedy avait essayé de renationaliser la monnaie, c'est-à-dire que la loi de 73, ce qui s'est passé en France, existait déjà aux États-Unis depuis longtemps, et Kennedy avait compris que le pouvoir politique au fond était aux mains des financiers, et avait tenté de se réapproprier la production monétaire, puisque se produire la monnaie, comme vous l'avez dit, c'est le pouvoir, quoi. C'est le pouvoir à partir du moment où il y a une loi sur le cours légal, sur la monnaie légale. Très peu de temps après. Oui, alors voilà, j'ai vu ça aussi sur... Alors, si vous pouvez nous en parler. Non, moi j'ai pas enquêté sur Kennedy, donc... Mais effectivement, non, mais c'est intéressant. Vous avez quand même De Gaulle qui a mis en cause le dollar en 65 et qui a été lessivé en 68. Ouais, c'est vrai. Quand même. Mais justement, alors... Oui, je voulais vous demander quelque chose. C'est que, parce que nous, lorsqu'on parle de, comment on appelle ça, lorsqu'on parlait de la Banque de France, lorsqu'on parlait de la banque publique, c'était vraiment public. C'est-à-dire que ça appartenait à travers de l'État, c'était la banque pour tout le monde. C'était la Banque de France. Mais aux États-Unis, la façon dont le système bancaire s'était créé, et je crois même jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est des privés. Quand on parle de Federal Bank, ce n'est pas la Banque de France, ce n'est pas la Banque européenne, ce sont des banques privées. Donc voilà. Alors la réserve fédérale américaine, je crois pas que ça change grand-chose au système. Encore une fois, on le voit bien chez nous. La Banque de France, c'est encore une institution publique. Hein. Et pourtant, à partir du moment où on oblige l'État à se refinancer auprès de banques privées, finalement le système est le même. Aux États-Unis, c'est effectivement. Aux États-Unis, c'est encore mieux, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la réserve fédérale américaine, bon, c'est pas une réserve, puisqu'elle crée de l'argent, elle n'a strictement aucune réserve. Deuxièmement, elle n'a rien de fédéral, elle est détenue, effectivement, je veux dire, ses actionnaires sont des banques privées, mais c'est très officiel. Vous allez sur le système, hop, vous voyez les différents actionnaires de la Banque centrale américaine. Et il y a juste un truc sur la dette, effectivement, il y a 2 économistes, Philippe Desruder et Jean-Jacques Holbach, qui ont écrit un livre là-dessus et qui, selon leurs calculs, qui sont difficilement contestables, effectivement, sur les 2000 milliards de dettes publiques actuelles, il y aurait l'équivalent de 1400 milliards d'intérêts. Parce que l'intérêt, il est cumulatif, c'est-à-dire que vous devez 5% l'année précédente. Bon, l'année suivante, vous réempruntez, mais il faut compter les 5% qu'il y avait en plus qu'il y avait l'année précédente, donc c'est cumulatif. Voilà, alors non, c'est pas 50% du budget, c'est moins, mais c'est plus que le seul impôt sur le revenu maintenant, les intérêts de la dette. Les intérêts, c'est exceptionnel, je veux dire, pour les est-ce que c'est anormal qu'il y ait des intérêts ? Je suis pas là pour dire ça, mais ils sont voisins de zéro, les intérêts actuellement. Aujourd'hui, ils sont voisins de zéro pour les banques commerciales qui escomptent certains effets. Si la France doit rembourser ses dettes, quelle est la valeur de l'intérêt aujourd'hui ? 1% pour une dette à 10 ans. Bon, c'est presque rien. Non, aujourd'hui, c'est presque rien. Bon, il y a quand même des économistes qui disent que ces intérêts, un jour, ils vont monter.
S'ils montent les... passe à 5%. Qu'est-ce Alors qui ça, se passe pour la France ça c'est intéressant parce que les taux d'intérêt, quand on étudie la grande bulle obligataire, la dette obligataire, des obligations d'État en gros, hein, des 35 dernières années, les taux d'intérêt ne font que baisser continuellement. Il y a des petits sautes, etc. Mais au total, les taux d'intérêt baissent. Pourquoi ? Parce que la Banque centrale a baissé en permanence ses taux d'intérêt. Il y a eu des sautes, bien sûr. Elle a augmenté un peu les taux pour éviter qu'il y ait trop d'inflation, par exemple, qu'il y ait une hyperinflation, que les gens n'aient plus confiance dans la valeur de leur monnaie. Au passage, la Banque centrale américaine ne publie plus la masse monétaire. Il y a différentes masses monétaires qu'on peut étudier. La masse monétaire la plus générale qui nous permettrait de connaître le nombre de dollars en circulation, elle ne le publie plus depuis 2006. Voilà, elle a peur que les gens perdent confiance dans le dollar. Les gens ou les pays étrangers, on parlera peut-être après justement de géopolitique un peu et de l'importance de la monnaie. Mais qui est-ce qui fixe la valeur des intérêts? Aux États-Unis, c'est Au total, voilà, exactement. Il y a la banque centrale qui fixe les refinancements des banques commerciales. Les banques commerciales gèrent l'argent qu'elles ont, ou les institutions financières gèrent l'argent qu'elles ont, et elles, par exemple, achètent des obligations à un certain taux d'intérêt. Donc il y a différents taux d'intérêt. Par exemple, on parlait d'Altis tout à l'heure, elle lève de l'argent par crédit bancaire directement, mais aussi par émission d'obligations qui rapportent des gros intérêts, genre 5-6%. Et aujourd'hui, 5-6% c'est pas mal. Donc voilà, donc les intérêts qui sont élevés, ils ont tendance à structurellement baisser si la Banque centrale baisse ses taux. Au total, c'est la Banque centrale qui décide. C'est la Banque centrale qui est le marché directeur du taux de la dette privée et publique en France, aux États-Unis, partout. Voilà. C'est la Banque de France. La Banque centrale, Alors, c'est pas la Banque centrale européenne. Si, c'est la Banque centrale européenne. Ils fixent nos taux. Tout à fait. Et Et justement, vous avez pas vu pour la Grèce, c'était là-bas, quand ils négociaient pour la négociation. voilà, mais c'est la Banque centrale européenne qui fixe nos taux. Et attention, tout le système bancaire national est encore en place. C'est la Banque de France qui, selon les directives qui ont été décidées, les directives, pardon, rien à voir avec la Commission, mais qui ont été décidées à Francfort, donc selon le choix des gouverneurs de la Banque centrale européenne, qui gèrent l'eurosystème, vont refinancer nos banques. Mais encore une fois, la BNP ne va pas se financer directement auprès de la Banque centrale européenne, qui n'existe pas tellement en tant que telle, mais auprès de la Banque de France. Donc ça c'est au passage, si on voulait revenir à des monnaies nationales, il n'y aurait aucun problème. Je veux dire, ça se fait en 3 semaines. Après, est-ce que ça vaut le coup, hein? Moi, ce que je dis sur l'euro, c'était valable pour le franc. C'est une monnaie légale obligatoire qu'on nous impose. Mais il y a un sujet très intéressant, c'est qu'on parlait de la loi de 73 tout à l'heure, et de géopolitique. La loi de 73, elle est faite par Giscard, qui est ministre des Finances. Et elle n'est pas un hasard du tout. La loi de 73 a été faite, comme dans tous les pays européens, dans le but de casser le lien entre les banques centrales et leur gouvernement. C'est l'argument qui est affiché. Ouais. Voilà. C'est un argument, mais en fait, le pouvoir se déplace. Le pouvoir se déplace, mais en fait, le but, c'était de créer l'euro dès 68, dès 69-70. Il y a des discussions au plus niveau européen pour créer une monnaie unique européenne. Alors, c'était complètement en secret à l'époque, hein, donc voilà, il y en a encore dans les années 70, dans les années 80. Mais le but, c'était de créer une monnaie unique européenne. Pour ça, il faut déjà que le gouvernement, pour commencer, ne se finance plus auprès de sa banque centrale. J'ai lu un bouquin d'un type qui s'appelle Robert Raymond, qui a écrit un livre en l'an 2000, qui s'appelle L'euro et l'unité de l'Europe. Je veux dire, tout est dit. Et donc lui, il a créé, il dirigeait l'institut qui a précédé la Banque centrale européenne. Il explique assez bien tout ça, pas toujours de manière si directe, mais quand on recoupe diverses informations, voilà. Mais comment ça se fait qu'avec cette création de monnaie, il n'y ait pas plus d'inflation? Ouais. Ça, c'est une question que je me pose, je n'ai pas compris. On crée de la monnaie à partir. Bon. Il n'y a pas plus d'inflation? Alors si, Là, j'ai pas si, compris. il y a inflation. L'inflation des actifs, on l'a vu. Moi, la crise financière dans l'immobilier, je ne l'ai pas vue. Les prix immobiliers, bon d'accord, là ils ont un peu baissé depuis 1 an parce que vraiment le dromadaire n'a plus soif, plus personne ne veut acheter, mais il y a eu quand même des bulles d'actifs très importantes, et notamment la principale bulle, c'est laquelle? C'est la bulle obligataire. Et donc on disait, qui décide des taux d'intérêt? La Banque centrale fournit de l'argent à un taux directeur. Elle escompte en plus des obligations d'État, c'est comme si elle les achetait indirectement. Cet argent, il va dans les banques commerciales, etc. Il se retrouve chez les assureurs aussi. Ces derniers, les gestionnaires de ces banques commerciales, achètent des obligations d'État. Le taux d'intérêt de l'obligation d'État, plus il y a d'acheteurs, plus le taux d'intérêt baisse.
Ça veut dire qu'il y a de la en fait, c'est automatique. L'obligation a un prix. Hein. Ça aussi, c'est un truc juste. C'est vraiment une aparté, c'est pas important, mais l'obligation a un prix. Le grand marché financier du monde, on nous bassine avec la bourse. C'est pas du tout la bourse. Tous les jours, il s'échange 10 fois plus d'argent sur le marché de la dette publique française que sur la bourse française. Donc, l'obligation a un prix. L'obligation, elle monte, elle vaut 100 euros, elle monte à 102 euros, elle rebaisse, etc. Et le taux d'intérêt, en fait, il est calculé en fonction de ça. Enfin, c'est logique. Si vous avez 5% à 100 euros, s'il est à 102 euros, le taux d'intérêt, il est naturellement plus faible. Et donc voilà, et les nouvelles obligations sont émises sur les nouveaux taux d'intérêt qui sont fixés sur le marché libre. Donc effectivement, il y a des bulles, une bulle immobilière qui existe encore, et la bulle obligataire qui est absolument gigantesque. C'est-à-dire que le prix des obligations, par exemple le Bund allemand, il est passé en pleine crise de 100 euros à 140 euros. Je parle des produits de consommation, de l'alimentation, tout ça. Il n'y a pas d'inflation tellement. C'est la question que je pose. Bah, c'est vrai, et parfois il y en a, et parfois il n'y en a pas. L'inflation dépend d'une chose très importante, c'est la vitesse de circulation de la monnaie. C'est-à-dire que si mon billet de 20 euros que je vous ai montré tout à l'heure, hop, je le donne ici, vous l'échangez le lendemain, et puis le lendemain, c'est-à-dire il aurait été utilisé 4 fois, exactement, 4 fois en 2 jours par exemple, et bah les prix augmenteront, alors que s'il aurait été utilisé 2 fois en 2 jours, les prix augmenteront moins. Donc effectivement, il n'y a pas de panique monétaire dans la population, ni chez les gérants. Enfin, chez les gérants, on pourrait se poser la question, mais il n'y a pas de panique monétaire, donc il n'y a pas d'inflation. C'est la fuite en avant aussi. L'inflation est là, en fait, mais par la fuite en avant de la dette. Mais il y a inflation et inflation, encore une fois. C'est vrai que l'inflation aujourd'hui générale, selon les instituts officiels, elle est à zéro. Mais, pardon ? On évite l'inflation au sens hausse des prix des biens. Mais on réussit à l'éviter par la fuite en avant de la dette. Enfin, vous me corrigez si je me trompe. Mais la fuite en avant de la dette devrait créer de l'inflation plutôt. Effectivement, et quand il y a des court-circuits, s'il y a des faillites, à ce moment-là, c'est le jeu de domino. Et là, la dette peut revenir. Enfin, l'inflation et la déflation vont ensemble, en fait. C'est un jeu l'inflation et la déflation, oui. On peut passer de l'un à l'autre très rapidement. Tout à fait, mais en tout cas, ce que la Banque centrale et la Banque commerciale et le gouvernement veulent éviter à tout prix aujourd'hui, c'est la déflation. Et ça a toujours été la déflation. C'est pas l'inflation, encore une fois. Les prix ont explosé sur 60 ans. Les prix. Du discours constant des autorités européennes, des Françaises. Il faut garder les prix, il faut garder la constance des prix. C'est ce que je vous dis. C'est le discours qu'on a cessé de tenir. C'est un discours qui est tenu uniquement depuis 1980. La confiance, etc. Mais en réalité, les échanges de liquidités et les crédits, ça n'arrête pas. Quoi. Non, le but... oui, non, mais l'inflation, honnêtement, tout ça, effectivement, c'est du spectacle, en fait. L'histoire de... L'inflation peut arriver d'un coup. Voilà, la valeur de la monnaie. Alors, l'inflation peut arriver d'un coup, oui, je connais beaucoup de gens qui l'attendent depuis très longtemps. Inflation, parce qu'il y a inflation. Des économistes, des gérants, des gens comme ça. Mais au total, on ne la voit pas venir. On ne la voit pas venir. Il y a quand même des bulles sur les actifs, encore une fois, la bulle immobilière et bulle obligataire, qui sont une marque d'inflation. Tout dépend comment l'argent se promène, en fait. Il n'y a pas une inflation en Allemagne. Le type allemand de 1922, c'est pas possible que ça vienne un jour. Bah, déjà, s'ils interdisent... Bah, c'est possible, si. Je pose la question. Oui, c'est possible. C'est possible s'il y a une crise de type réel. Parce que derrière la finance, il y a du réel. Donc à un moment donné... Non, enfin, moi, non, pardon. Non, dans les années 20, en fait, le banquier central allemand... ouais, voilà. Il a vraiment... non, mais aujourd'hui, ils ont compris. Non, ils essayent justement quand même d'éviter une hyperinflation de ce type-là. Parce qu'on a un précédent et on sait comment ça fonctionne. Mais la crise des subprimes en 2008, pourquoi les économistes comme Allais, les grands économistes, nous disent qu'on est sur un volcan? Parce qu'on est sur un volcan. Ça veut dire que... On est sur un volcan, je veux dire... Oui, mais la crise financière, on ne cesse de différer en fait la crise réelle. Mais derrière la crise financière, il y a une crise réelle potentielle. C'est pour ça qu'ils nous disent qu'on est sur un volcan. Ça veut dire que lorsque, à un moment donné, il y a de vraies ruptures, de vraies faillites, que ce soit des banques, et je pense que la partie espèce les faillites, ça s'évite aussi, est assez faible. C'est surtout le marché des liquidités, le marché interbancaire. Bien sûr. Et donc, s'il y a des vraies ruptures, il faut qu'il y en ait qui payent quelque part. À ce moment-là, le jeu de domino peut se mettre en place. Si le jeu de domino se met en place, on a des gens qui... Non, mais le jeu de domino, mais vous avez vu ce que je vous ai lu sur le sénateur américain, le jeu de domino, il était en place, ils l'ont arrêté quand même. Ils ont réussi à l'arrêter. C'est ça, oui. Et ils l'ont arrêté pourquoi? Parce qu'ils ont créé beaucoup de monnaie, parce que la puissance publique a dit attendez, telle banque on va la sauver, etc. Ils ont fait une erreur en laissant tomber une banque d'affaires, mais... une erreur. Enfin, ils ont fait une erreur. Oui, non, je suis d'accord, mais donc ils n'auraient pas dû laisser tomber la fameuse banque.
Ça- S'il l'avait pas fait, il n'y aurait pas eu cette crise financière. Poser la question du coup des Alors, monopoles pourquoi ils l'ont laissé privés, tomber les monopoles privés en rapport avec les. Pourquoi ils l'ont laissé tomber? C'est une bonne question. Il y en a qui disent bah, il y a une redistribution, c'est une très grande banque d'affaires, que les gens de la Fed, c'était plutôt des gens de Goldman et de ses concurrents, et que voilà, c'est ce qui se dit. Du coup, au début, vous avez parlé des monopoles privés. Du coup, la question, c'est quelle est la collusion qui existe entre les monopoles privés et les créateurs de monnaie? Ah bah oui, les monopoles privés du type Bouygues, Altis. Bah, du coup, est-ce qu'on a un peu des noms Les sur, trahis. sur les, Bah, en les fait, grandes familles qui ils prêtent ont- de l'argent ah, et celles qui détiennent aussi le pouvoir industriel et je veux dire la création de richesses. bah, je pense que dans le monde occidental, et là je ne parlais que du monde occidental, puisque ce que je viens de dire, ça se passe en Chine. La Chine, comment ils ont pu bétonner toute leur côte? J'étais en Chine, c'est effroyable. Enfin, toute la côte est bétonnée sur 500 km parce que ils ont aussi fait jouer le marché de la dette en yuan. Mais Si on prend le bouquin par exemple, de Stas Molitz, ouais, voilà. Alors, sur la Fed, ouais, voilà, ouais. Alors, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'Europe occidentale. Mais effectivement, l'Europe occidentale est quand même. complètement lié à ce qui Exactement. se passe à la Fed en même temps. Il y a une américanisation des circuits de financement en fait dès le sortie de la guerre. Oui, Avec tout le à plan l'heure, vous Marshall. parliez de la création de la City, vous n'avez pas donné la date. C'est quoi? C'est au moment de Guillaume d'Orange. Il y a pas- voilà, C'est ça, la on est à période. fin 17e, Guillaume d'Orange tout fin qui 17e. rend allégeance à ceux qui l'ont aidé à venir prendre le trône d'Angleterre. Ouais, alors, Non, il n'y a pas des petites histoires comme ça aussi derrière? Il y a des prêteurs. il y a qui est capable de mettre en prison? C'est pas la Société Générale. Donc, moi, je pense que c'est une relation incestueuse en fait. On n'est pas dans du. Je pense que c'est une relation incestueuse. Voilà. Encore une fois, l'État a la capacité, le pouvoir de dire stop, non, c'est moi qui décide. Ah, il a la capacité. S'il n'y avait pas eu cette loi de 73, il se refinancerait auprès de sa banque centrale. Mais cette loi de 73, elle vient d'où? Elle vient d'une volonté de couper les gouvernements de leur propre banque C'est centrale. une soumission au pouvoir financier. Si on lit les lettres dans Anthony Sutton, il parle des lettres qui s'échangent entre justement la Banque d'Angleterre, les grandes familles d'Angleterre et les États-Unis. Ils disent très bien qu'à partir du moment où ils vont arriver à prendre possession de la création monétaire, ils vont corrompre la politique à tout va. Oui, alors ça, c'est la fameuse phrase qui est attribuée. Non, mais alors il y a une phrase qui est attribuée. Alors ça, j'ai jamais pu mettre la main sur l'origine, donc c'est pour ça que je la mets même pas dans le bouquin. Mais qui est pas fausse, c'est vrai. Qui est attribuée au premier Rothschild qui a fondé sa banque. Prenez le contrôle de la monnaie d'un État et je me fiche de qui fait ses lois. Bah, c'est vrai, non, c'est vrai, c'est pas complètement faux. Mais néanmoins, donc je sais pas s'il l'a dit, ça j'ai plus l'impression que ça tient de la légende, mais néanmoins, c'est pas complètement faux. On entend par exemple dans une biographie de David Rockefeller qui dit qu'en gros, soit on arrivera à l'instigation de leur gouvernance par un consensus politique, on a dit organisé par la peur, ou par un chaos général social, on peut imaginer que pour l'instant, ils font tenir, comme disait le monsieur, ils font tenir le système parce qu'ils ont envie de le laisser tenir, mais si à un moment donné, ils sentent qu'il faut le laisser tomber, ils le laisseront tomber. En fait, ce qu'il faut, c'est recentrer le débat. Oui, mais attendez, non, mais là, en fait, on parle. Non, mais c'est vrai. Moi, je parlais déjà comment fonctionne le système pour bien comprendre, parce qu'il fonctionne maintenant quasiment partout comme ça. Après, si on parle que de la France et de l'Europe occidentale, oui, la France et l'Europe occidentale, on est sous dépendance depuis la guerre. On s'est fait écraser, voilà. Donc tout à l'heure, on parlait des armées américaines en Allemagne. Bon, il y a encore plein de soldats américains en Allemagne. C'est quand même un. Et il y a eu, en effet, une américanisation des circuits de financement en France, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne. Enfin, pas en Grande-Bretagne, mais dès l'après 45. Hein, le plan Marshall, c'est des niveaux de PIB que j'ai pas en tête, mais c'est 2-3% du PIB, c'est énorme. Américanisation des circuits de financement, dollarisation des circuits de financement, qui nous rendent sous dépendance indirecte, effectivement, de la politique de la Fed. Et après, qui dirige la Fed et le pouvoir américain? C'est pas le sujet de mon central. Enfin, je pense que on peut toujours aller plus loin, bien sûr, mais il y a un moment, nous, on est en France, on est à Paris, mais qui dirige tout à fait le pouvoir américain? Alors là, je suis d'accord, les États-Unis, c'est pas pour moi, je pense que c'est un pays institutionnel, c'est-à-dire il n'y a pas d'institution. À chaque fois, on parle, oui, la justice, etc. Machin. Le réserve fédéral, quand même, il a été mis en place Par des pour court-circuiter la constitution américaine. Par des monopoles privés, voilà, exactement. Par des gigantesques monopoles privés, c'est un pays qui s'est développé sur ces monopoles privés largement.
On a quand même des chiffres. Il y a eu un bras de fer énorme tout le 19e siècle. Voilà, exactement, tout le Un bras de 19e, fer ouais, énorme c'est vrai. entre les privés. C'est vrai, c'est vrai. Et début 20e, certains monopoles ont acquis un poids tellement gigantesque qu'ils finissent par imposer, je pense, effectivement, leur vue. Ouais. Tout à fait. C'est vrai qu'au 19e, encore une fois, ça c'est effectivement, c'est les bouquins de Mollins et tout, sont très bons. Il y a eu là-bas un bras de fer terrible. Moi, je m'intéresse plus à ce qui se passait ici, quoi. Mais effectivement, aujourd'hui, à partir du moment où on est toujours sur une tendance américaine depuis 1945, il faut analyser qui détient le pouvoir aux États-Unis. Et ben, qui détient le pouvoir aux États-Unis? Oui, ce sont largement les banques qui sont actionnaires de la Banque centrale américaine. Et notamment de la Banque centrale et de la Fed de New York, parce qu'il y a différentes entités régionales, mais la plus puissante, c'est la Fed de New York. Non, mais complètement, tout à fait. Du coup, la question, c'est que si ceux qui ont été générateurs de richesse, surtout par le développement industriel, sont devenus ceux qui ont créé la monnaie, entre guillemets, libre à eux d'annuler la dette à la limite quand ils veulent, parce qu'ils peuvent recréer de la richesse derrière, théoriquement. Je veux dire, c'est juste un enjeu, on va dire, une pression qui s'arrive à orchestré sur le pouvoir politique. Mais sur le pouvoir politique, mais en même temps le pouvoir politique, il a tout à fait l'occasion de dire non, attendez, moi je me refinance directement auprès de ma banque centrale, c'est moi qui ai mis en place la loi sur le cours légal, sur la monnaie légale, donc je vois pas pourquoi je devrais passer par vous. Oui, il le fait pas. Il le fait pas. Bah, ça serait pas de faire ça. C'est ce qu'il faudrait faire. Mais c'est pour ça que j'ai rappelé la mort de Kennedy, parce que c'était tellement un point sensible. C'est le point sensible. Vous l'avez dit vous-même. Créer de la monnaie, c'est tellement simple qu'on n'arrive pas à y croire. C'est simplissime, il suffit de. Voilà. Mais encore faut-il avoir le pouvoir, c'est souverain. Donc là est l'enjeu. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement savoir qui détient le pouvoir monétaire aux États-Unis, Quand il y avait des cartes de crédit qui ne marchaient plus, quand Benoît XVI quittait le pouvoir. Alors ouais, j'ai appris ça. Ouais. J'ai appris ça, c'était dingue. C'est curieux. Alors carte de crédit, c'est encore autre chose, c'est un système de paiement. Mais c'est deux sociétés américaines. J'espérais qu'ils rentrent dans le système aussi, qu'ils puissent... je sais pas comment ça s'est réglé. Hein. Ouais, non, mais c'est extraordinaire ça, effectivement j'ai appris ça. C'est deux sociétés américaines, Visa et Mastercard, par exemple Visa, qui sont notamment détenues par des banques. Et qui dirige une bonne partie effectivement du système de paiement par carte de crédit. Mais ça y est, là, il y a la Chine, la Russie qui mettent des systèmes de paiement parallèles. Mais est-ce que le système peut s'effondrer quand même un jour, s'effondrer totalement et un jour est-ce qu'il y a un risque d'effondrement comme de collapsus, quoi. Oui, mais en dehors de l'effondrement, c'est qu'on revienne quand même aux fondamentaux de l'économie. Les banquiers, on leur avait demandé quoi? Même aux États-Unis, puisqu'on parle des États-Unis, lorsque les premières banques se sont mises en place, les gens, pourquoi? C'était par sécurité, parce que c'était dans un pays neuf, il y avait toujours le danger. Donc, ils plaçaient chez ces personnes qui se disaient banquiers l'argent pour le leur garder. On leur demandait de gérer ça en père de famille, on leur demandait pas de nous créer une dette, de devenir ensuite des gens tellement importants que ceux qui cultivent, ceux qui produisent, ceux qui enseignent, c'est-à-dire les richesses ne comptent plus à côté simplement d'une monnaie, de la monnaie papier. Parce qu'il faudrait repenser à l'Écossais, la Lowe, qui est venu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au XVIIIe siècle, en France, il y a le fameux Lowe qui a quand même mis une sacrée pagaille. Hein. Là où la France était un pays très bien géré, il est venu leur expliquer qu'avec du papier, vous pouviez, les petits assignats, c'était comme de l'argent, c'était comme de l'or. Il y a des gens, en effet, qui se sont enrichis très très vite, mais ils ont quand même mis une partie de l'économie française par terre. Oui. Est-ce que Badoff aurait pu être soutenu plus longtemps? mais bien sûr. Pourquoi certains sont soutenus et pas d'autres? Pourquoi? Bien sûr. C'était l'or, c'est un mal. Là, ce que fait Altis, ça ressemble un peu à du. Mais enfin, c'est pas exactement pareil. Mais est-ce qu'il est vrai que sous Sarkozy, un tiers de l'encaisse or de la Banque de France a été vendu à très bas prix aux États-Unis, mais je ne sais pas à qui? En fait, il a été donc effectivement Sarkozy a vendu 20% des réserves métalliques de la Banque de France. La demande des Américains. Est-ce qu'il avait le droit? Et d'ailleurs, le futur Premier ministre britannique avait fait la même chose, et les deux sont devenus l'un Premier ministre britannique et l'autre président de la République. Ils avaient de bons soutiens. Et donc, qu'est-ce qu'il aurait fait avec cet or?
il semble qu'il aurait donc vendu l'or sur le marché. À qui? C'est essentiel de le savoir, parce qu'aujourd'hui on commence à se demander, il y a tellement de dettes justement, quand ça se demandait, ah mais les monnaies, faudrait peut-être quand même qu'on les États se disent, faudrait peut-être qu'on les base quand même sur une valeur réelle quand même, que les gens achètent notre monnaie à nous, parce que c'est vachement important quand même. Si les gens utilisent du dollar ou s'ils se mettent à utiliser du rouble ou du yuan, c'est pas la même chose. Les Américains, ils l'ont d'où leur richesse? À chaque fois on nous parle, tous nos jeunes ils vont faire des masters ou carrément travailler dans la Silicon Valley, machin chose, parce qu'ils ont des bons salaires. Mais pourquoi ils ont des meilleurs salaires? Parce que l'ensemble du monde recycle les dollars américains dans les fonds américains. Le dollar, effectivement, on peut pas l'utiliser ici en France. Ça n'a aucune valeur à Bonn, aucune valeur à Moscou, aucune valeur. Et donc immédiatement, il est recyclé, soit dans les bons du Trésor américain, donc l'État fédéral, donc on le finance, soit dans les fonds et dans l'économie américaine. C'est pour ça qu'ils ont des salaires meilleurs. C'est pas, on dit le miracle, mais c'est d'abord une question de sous. Voilà, le dollar s'est imposé, c'est comme ça. S'il vous plaît, c'est Sarkozy lui-même en personne qui a décidé qu'on le vendait. Mais je crois que c'était à l'époque où il était ministre du budget, donc ouais. C'est lui qui l'a décidé. Oui. Et ce qu'il aurait fait, donc, c'est qu'il aurait pris, ce qu'on suppose, c'est logique, il aurait vendu ça donc en dollars, et avec les dollars reçus, il aurait mis ses dollars dans les bons du Trésor américain ou ailleurs. Il aurait mis ses dollars où? Aux États-Unis, forcément, là où ils rapportent un intérêt, parce que sinon ils nous servent à rien ici. Donc voilà. Mais on a encore, la Banque de France a encore pas mal d'or. Est-ce que les comptes, les dépôts bancaires sont garantis en cas de faillite des banques? Tout à fait, les dépôts ils sont garantis. J'ai envie de dire avec quel argent? Jusqu'à 100 000 euros, quelque chose comme ça. Jusqu'à 100 000 euros, pardon, oui. Par l'État? Par l'État, mais le fonds de garantie bancaire, c'est quelques milliards d'euros, donc c'est pas... Le terme insuffisant est un euphémisme. Donc c'est pas dans la réalité, c'est pas fiable. Je pense pas. C'est pour éviter une panique, pour rassurer les épargnants. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait. Et dans le sénateur que je vous disais tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais ils garantissaient aussi les dépôts bancaires, genre jusqu'à 250 000 $. Et en même temps, ils disaient non, mais vous pouvez plus retirer vos sous. Aux institutions financières, même pas à nous. Mais donc non, enfin le fonds de garantie bancaire est très insuffisant, c'est clair. Est-ce que la France pourrait sortir de l'euro et quelles en seraient les conséquences? Ça c'est une très bonne question. L'euro c'est un grand débat quand même, parce que encore une fois c'est essentiel. C'est une histoire essentielle. Pourquoi? Pour deux choses. D'abord pour le financement de l'économie nationale. Voilà. Si vous êtes dépendant de la Banque Centrale Européenne, forcément vous faites pas ce que vous voulez. Mais c'est essentiel. Enfin, moi je pense à chaque fois on nous parle des exportations, des importations. Je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois on nous parle des exportations. Les monnaies nationales, c'était surtout en fait des espèces d'écluses de protection à l'importation. Si la monnaie de l'autre vaut plus cher, forcément vous allez importer moins. C'était une écluse en fait. Et à partir du moment où on a enlevé cette écluse là, par exemple, c'est notre cas, c'est vraiment le cas de la France. Mais je vais prendre les cas extrêmes, c'est la Grèce et l'Espagne, par exemple. La Grèce, du jour au lendemain, j'avais étudié ça sur les taux de change, du jour au lendemain, quasiment les produits allemands étaient devenus 20% moins chers, 30% moins chers. Donc ils ont importé comme des bourrins. Et donc ça détruit tout le tissu industriel grec. Le rare tissu qui restait. Et ça, c'est un truc dont on parle jamais. Moi, je suis stupéfait. À chaque fois, on parle des exportations. Les exportations. Non, le plus important, c'est les importations. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, les produits de l'autre, ils valent 30% moins cher, tout le monde se met à importer, forcément, c'est logique, à acheter les produits de l'autre, et parce qu'ils sont de meilleure qualité, parce qu'il y a des raisons pour cela. Et votre tissu industriel local se détruit complètement. Voilà. Et je suis stupéfait, quoi. Il n'y a aucun économiste qui en parle, personne n'en parle jamais. C'est le problème de la Russie. Et c'était le problème de la Russie? De la Russie, parce qu'ils ne faisaient rien, ils achetaient les produits quand ils étaient riches, et du jour où la monnaie le rouble est tombé de moitié, maintenant, là, récemment, vous voulez plein dire de choses, ils fabriquent leur camembert, enfin tous les produits qu'on ne veut pas leur vendre, comme avait fait Franco d'ailleurs. Exactement, mais ça je pense c'est un point essentiel en termes de monnaie et d'économie. Plus que les exportations, c'est ça, ouais, c'est extrêmement intéressant. Et le rouble s'est écroulé. Tiens, j'ai une anecdote là-dessus. En 2014, on parlait de monnaie, l'importance du recyclage de la monnaie.
si vous utilisez la monnaie de votre État, enfin si on utilise la monnaie de votre État, de votre puissance publique, aujourd'hui la monnaie n'est plus libre, eh bien on va refinancer, on va placer l'argent dans votre pays. Donc c'est absolument essentiel. Les États-Unis se sont imposés comme ça. Le dollar s'est imposé dès 1945. L'URSS c'était une zone relativement fermée, collectiviste aussi. Enfin bref, personne n'utilisait le rouble. Et donc voilà, donc le monde entier utilisait le dollar. Donc les États-Unis, leur puissance militaire, leur puissance financière, leur puissance économique, elle vient largement de là. Moi, à chaque fois, je suis mort de... Enfin, quand les libéraux disent oui, mais c'est parce qu'ils ont des fonds de pension, mais non, c'est pas ça. Si BlackRock il a 3 000 milliards de dollars sous gestion, c'est parce que les Français ils ont 150 milliards de dollars, ils savent pas quoi en faire, ils les mettent chez BlackRock. Les Chinois ils en ont 150 milliards, ils les mettent chez BlackRock, etc. Et tout le monde a besoin de dollars. Aujourd'hui, vous voulez acheter du pétrole, vous ne pouvez l'acheter qu'avec du dollar. Vous voulez acheter des matières premières, le marché est en dollars. À partir du moment où tout le monde a du dollar, vous êtes obligé d'en avoir. Ça s'est imposé comme ça, c'est terrible, ça s'est imposé comme ça. Et aujourd'hui, c'est très difficile de passer outre. C'est pas comme des habitudes. Non, c'est pas une habitude, c'est un besoin, c'est pas une habitude du tout. À partir du moment où tout le monde en a, mais je veux dire, il y a encore aujourd'hui, par exemple, des institutions privées en Asie, pas en Chine, ils essayent d'éviter ça, mais enfin si, même en Chine d'ailleurs, qui s'endettent en dollars. Et pourquoi ? Parce qu'ils en ont besoin pour acheter leur cargaison, pour acheter le fuel, pour acheter tout ça. Le fuel, pardon, le pétrole sur les marchés internationaux, ils en ont besoin. Si tout le monde en a, vous faites comment pour vendre votre blé et acheter du blé ? Personne n'acceptera votre rouble, par exemple. Et il y a un truc très intéressant, c'est en 2014, Poutine a vraiment déclaré la guerre au dollar. Mais une guerre ouverte. Hein. Par exemple, il y a une grande banque publique, VTB, qui a dit, bon, bah maintenant, le gouvernement nous a dit, le but de la puissance publique, c'est de se passer du dollar dans nos transactions. Se passer du dollar dans nos transactions, c'est-à-dire qu'ils veulent échanger des roubles et des yuans entre la Chine et la Russie, échanger du réal brésilien, machin. Et pas du troc, non, échanger des monnaies. Donc les banques centrales créent de la monnaie et hop, ils en donnent en Russie. La banque centrale russe donne des roubles au Brésil et les deux s'échangent comme ça leur monnaie. Il y a un fonds monétaire qui les coiffe à eux. Et justement, ils sont en train d'en créer. C'est très intéressant. Voilà. Mais juste sur la chute du rouble, donc Poutine déclare vraiment une guerre ouverte. On parle beaucoup des Chinois, mais il a déclaré une guerre ouverte au G20 en septembre 2014. Incroyable, le ministre des Finances russe dit publiquement, mais les gars, il faut qu'on arrête d'utiliser du dollar. Ouais, bon, les Américains l'ont très mal pris. Hein. C'était consécutif aussi au refus d'acceptation de la proposition de Poutine pour l'ouverture du marché eurasiatique sur l'Europe. Les Américains ont... alors, il y avait ça, et puis il y avait plus simplement aussi que les États-Unis ont dit à Bruxelles, attendez, il faut arrêter de financer la Russie en dollars. Et ils étaient mal, ils se sont trouvés mal. Hein. Il y a des tas d'entreprises russes, Gazprom et tout même, qui se sont trouvés mal. Là. Et ils font comment, Gazprom, pour acheter la technologie dont ils ne disposent pas encore, etc., et qui sont obligés d'acheter au Canada ou machin, ils achètent des machines en dollars, par exemple. Et donc voilà, donc il dit tout ça, vraiment guerre ouverte au dollar, c'est la première fois qu'on a vu ça depuis De Gaulle. Et De Gaulle, effectivement, j'en parle, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il a tenu 3 ans. Il a tenu 3 ans. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant parce que. Et en décembre, attaque spéculative sur le rouble. Donc j'ai appelé des analystes bancaires qui étudient le marché d'échange. Et on m'a dit non, on peut pas savoir qui a vendu du rouble. On peut vendre du rouble à crédit, on peut le vendre à. Vous savez qu'on peut aujourd'hui sur le marché financier vendre des choses que vous n'avez pas encore, en fait, c'est de la vente à découvert. On peut le vendre aussi par le biais d'options. Bon bref, et il m'a dit c'est un marché peu liquide, il y a très peu de gens qui ont du rouble, donc quelques grosses ventes bien senties peuvent faire s'écrouler le marché. Il m'a pas dit du tout c'est un complot, tout ça. Et il m'a dit on sait pas d'où vient aussi ces ventes. On sait qu'il y a du rouble qui est sorti des dollars qui sont sortis de Russie, etc. Il y en a beaucoup. Mais on voyait, d'accord, le taux de change baissait normalement. Sauf qu'il y a eu plusieurs journées où tout d'un coup le rouble il s'est écroulé de 15%, c'était complètement improbable. Et donc l'idée c'est de se demander si effectivement ces attaques spéculatives ne venaient pas par exemple de banques américaines. Ouais. Et pourquoi ? Parce que qui voudra d'une monnaie qui s'écroule de 10% en un jour ? Personne ne veut utiliser ça.
Et donc voilà, alors si les Asiens ils se prennent à faire la même chose, ils vont se dire bah ouais, nous aussi, on va attaquer d'autres monnaies, plus personne ne la voudra, là on aura de l'inflation à porter. Sauf si le Donc politique est fort, ce que vous avez dit tout à l'heure. Et il a tenu bon, il tient bon. On est dans une guerre ouverte et consciente des enjeux Exactement, de la monnaie. ouais. Il y a la guerre des monnaies, le livre best-seller qui est sorti en Chine par exemple. Ouais. Donc il y a une conscience quand même qui s'opère sur... Notre euro, on l'a jusqu'à la mort, hein, non? C'est pas sûr, non. D'ici là, on verra bien. Ça dépend, attention, hein, il y aurait aussi des risques. Est-ce que c'est une très bonne idée de... Enfin, c'est une question vraiment de souveraineté, c'est vrai. Hein. Après, il faut savoir ce qu'on veut, mais financièrement, bien sûr qu'il y aura un risque. Est-ce que la dégringolade du rouble n'est pas plutôt liée au fait qu'un certain nombre d'États, partenaires de la Russie en l'occurrence, n'ont pas forcément très bien joué le jeu? C'est-à-dire à la Chine, à l'Inde, au Brésil, à l'Argentine, à l'Afrique du Sud, en fait, est-ce que tous ces pays-là, de concert, en fait, avaient vraiment respecté en fait les termes du partenariat? Non, alors, quand il a déclaré justement la guerre au dollar, Poutine, ils ont seulement commencé à signer parfois des accords, parfois seulement à rendre effectifs des échanges de monnaie. Mais on était qu'au tout début, donc de toute façon, le dollar est encore roi aujourd'hui. Hein. Les Chinois sont du même avis. Les Chinois sont plus que du même avis. Ils aimeraient bien petit à petit imposer le yuan et supprimer le dollar. Ouais. Ceci dit, on préfère que je paye en euros que je paye en dollars en Russie. Ah, ça c'est intéressant. Oui, parce que très souvent, c'est obligatoire de payer en roubles, mais quand vous proposez des euros, ils préfèrent. Et on m'a refusé des dollars. Et des commerçants, hein, pas des hommes politiques. Ah, bah c'est super intéressant. Ça prouve que, bon, après, leur relation économique avec l'Europe, évidemment, est 10 fois plus importante qu'avec les États-Unis. Alors, ils pensent qu'ils en ont encore un an avant de se remonter, mais après, les roubles qu'on a achetés, ils auront repris leur cours normal. Et ça, c'est très fort, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que il y a un pouvoir très fort qui a dit non, on ne cédera pas. La Banque centrale a relevé fortement ses taux d'intérêt pour soutenir le rouble, pour que les gens n'aient pas peur du rouble, voire même pour que les pays étrangers placent des roubles dans leur pays. Donc bon, ça pose problème, comme ils ont une récession, le PIB baisse de 5%, etc. Hein, croyez-moi, vous ne la voyez pas du tout. Là. Mais voilà. Il y était l'année dernière en se disant, oh là là, statistique officielle. Qui n'ont plus rien à manger. On vous montrait dans la presse française. Ça c'est la propagande. Notamment les magasins vides, l'autorise du magasin avec des rouchants dans la banlieue parisienne. Et tous ont regardé, on voyait des achalandages de nourriture, les gens ont changé leur habitude et ils font leurs produits, comme avait fait Congo. C'est extrêmement intéressant. Et maintenant, il y a des camemberts fabriqués en Russie. C'est un peu dommage quand même. Je suis un peu nationaliste. Ah ouais, là c'est triste, le camembert fabriqué en Russie. Non, mais il faut bien des paysans français. Hein. J'ai lu dans le journal là. Ah que, oui. Ah, d'accord. Pour faire du chèvre et tout ça, ils ont fait bien des. Ah, c'est bon alors. Mais je marque sur les menus, puisque l'Europe ne veut plus nous empêcher de nous vendre nos camemberts. Voilà, c'est ce qu'on a fait dans telle région. Et bien voilà, c'est le patriotisme, parce qu'il faut dire que la Russie, c'est quand même un peuple. D'abord, ils sont de niveau d'un continent, ils ont déjà le poids pour eux, ils ont leurs satellites. Ils ont un peuple maintenant, comment on appelle ça, nous le patriotisme qu'on a perdu, eux ils l'ont. Et quand grâce à Poutine. Grâce à Poutine. Ils sont soutenus par le pouvoir religieux, qui ne s'est pas mis le pouvoir religieux à dos. Donc une force spirituelle, plus un peuple uni. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez de plus pour faire marcher quelque chose? C'est pas les roubles ni les machins, vous savez, beaucoup se sont cassés quand même le nez en Russie, hein. De Napoléon à Barbarossa, nous n'oublions quand même pas qu'on leur doit une partie de notre indépendance. Hein. Ils ne l'auraient pas fait, je ne sais pas où on serait. Et c'est des gens qui, comme on disait souvent, à moins 40, moins 50 degrés, ils peuvent manger de la glace, pendant que nous, on tremble à 10 degrés. Bon, ça, on est courageux aussi. Peuple, ça. Voilà, c'est un peuple qui est fait avec une autre patrie. Voilà. Et ça, le mental compte. Et le mental d'un Russe, ben, je le vois autour de moi, ça n'a rien à voir avec nous. Hein. J'avais mon fils roumain encore au téléphone. Hier, c'est pas pareil. Ce qu'il me disait, il me faisait presque retomber dans le bon sens.
Et nous, je ne sais pas pourquoi la peur, pourquoi, déjà, n'oublions pas nous qui sommes chrétiens, puisque ça parle à chrétien, Jean-Paul II, enfin le pape Jean-Paul II, nous a bien dit n'ayez plus peur, parce que c'est cette peur, vous dites bien, nous avons peur, parce que demain on n'aura plus, donc on a peur. Et mon père m'avait toujours dit que l'économie, n'oublie pas ma fille, et la bourse c'est psychologique. Et c'est la peur. Je me demande toujours pourquoi mon père, parce que je t'ai dit qu'il disait, n'oublie jamais que l'histoire de la bourse, c'est de la psychologie et c'est la peur. Il y a quand même une entité directrice de la bourse. Encore une fois, quand je dis la bourse, c'est action, obligation, dette. Mais ça reste la banque centrale quand même. Donc, ça reste la banque centrale, ça reste, comme on l'appelle, des choses tangibles. Et vous avez bien vu que c'est eux-mêmes qui se sont mis hors la loi en ne faisant plus ce qui était leur corps de métier. Ils sont sortis de leur corps de métier. Et pourquoi? Pour intimider? Pour faire peur au peuple? Ou faire peur au pays? À du moment qu'ils sont sortis de leur corps de métier, eh ben, à un moment donné, il se peut que les peuples se ressaisissant, la peur n'existant plus, les Français voudront peut-être à un moment donné vouloir simplement être Français, et ils l'ont su, hein, depuis que la poule au pot, on savait très bien manger en France, hein. Les caves gorges, il y a tout ce qu'il faut, on ne mourra pas de faim. L'Espagne non plus, le Portugal non plus. Hein. Et les trois quarts des peuples de la Terre non plus. Hein. Non, mais après, évidemment, si par exemple il y a des velléités pour interdire les espèces, enfin, je veux dire, après, voilà, tout dépend de ce que veut la population. Faut se battre pour. Si elle veut se battre contre ça, elle se bat contre ça. Si elle ne veut pas, elle se bat pas. Hein. C'est les échanges qui font ça. Vous savez, moi je viens d'un pays, je suis originaire du Congo belge et de Kinshasa. Et c'est vrai qu'on avait connu le moment où, en effet, avec les échanges avec le dollar, parce qu'on discutait en mère, le dollar était assez puissant. Donc on était passé, nous, au lieu de passer dans le franc comme tous les autres pays d'Afrique, on avait directement la RDC avait un taux de change qui était lié directement au dollar. Donc c'est un taux de change très très puissant. Mais du moment où à un moment donné, où Mobutu a commencé à avoir ses velléités lui aussi, il commençait à visiter la Chine, il commençait, ben on a vu le pays s'écrouler. Parce que pourquoi? Ben les gens ils étaient habitués au dollar. Des gens qui étaient... Vous vous rendez compte, dans un pays où encore au jour d'aujourd'hui, les gens ont peine à échanger à côté, il ne passait plus que par le dollar. On n'entendait parler que le mot dollar. Il y a eu l'Argentine. L'Afrique, attendez, depuis quand elle connaissait même la monnaie? Tous les échanges se faisaient, ils savaient parfaitement, ils avaient leur propre circuit d'échange. Donc ça veut bien dire que tout ça est factice. Et qui faisait ça? Ben, c'est parce que j'étais aux États-Unis, il y avait la mode machin, j'ai ramené ceci des USA. T'as vu, j'ai ma veste qui vient des USA. Mais là, je suis d'accord, il y a beaucoup de moyens d'échange, mais quand même la monnaie facilite vachement les échanges. Quand on a une unité monétaire, mais il y a beaucoup de moyens d'échange possibles. Mais le problème, c'est que même pour des questions, par exemple, si vous voulez troquer un appartement contre un autre, le fisc qui ne pourra pas prélever ses impôts et vous n'avez pas le droit. C'est quand même incroyable. Donc c'est vrai qu'il y a un moment, il faut introduire un peu de liberté dans les moyens d'échange, dans la loi. Parce que, et même pour, comment on appelle ça, vous venez d'évoquer un point qui est très très grave aussi, qui est celui, justement, au moment de l'héritage, le fils ne peut pas, comment on appelle ça, prendre sa part. On en est au point où les gens carrément lui disent c'est confiscatoire. On en est même au point, à l'heure actuelle, dans les échanges que je le vois autour de moi, lorsque l'État récupère une partie de ce que les gens ont pu avoir comme patrimoine, ils finissent même par mettre en danger, comme on l'appelle, des familles. On a combien, je le sais parce que bon, j'ai été élu et moi je hurlais chaque fois, je disais monsieur le maire, écoutez, quand même, vous n'allez quand même pas préempter. Il dit oui, mais ils n'ont pas réussi à s'arranger. Ben moi, en fait, contre cette maison, ben nous, ils la vendent et ben moi je préempte parce que j'ai tel programme. On en vient à ce qu'on a des conflits politiques. Pourquoi? Parce que nous étions dans l'opposition. Je dis écoutez, laissez quand même un petit peu le privé. Ne faites plus que du social. Mais lui, il avait intérêt, puisque de toute façon, s'il est, comment on appelle ça, à la mort du père ou de la mère, eh ben, il vendait, les gamins n'avaient pas réussi à s'entendre, ils ne s'étaient pas fait les dons suffisamment tôt, et bien à ce moment-là, en effet, vous avez l'État qui intervient. L'État, il intervient, et l'État, c'est qui? Ben, souvent, c'est les communautés. Et le maire, qui est bien important, ben, il dit, ben, moi, ça, je préempte. Allez, on va essayer de vendre. Et voilà. Et c'est comme ça que vous retrouvez des territoires qui sont complètement remodelés, des familles remodelées, parce que les territoires modelés aussi, les familles. Et on retrouve un pays qu'on ne comprend pas toujours forcément. Les mairies préemptent même sans... Oui, je sais. Même je sans, sais. sans conflit. Sans conflit, oui. Et ça, je sais que je me posais énormément, mais... Là, sur Paris, oui, il y a beaucoup de préemptions à moins 20, moins 30%. On a même préempté les bâtiments de l'église. Hein. Heureusement que les évêchés de Paris se sont levés. Hein. On le mettra en fin de mois.
Les églises, pareil, Saint-Rita, et ainsi de suite. Tout ce que vous n'utilisez pas, on va l'utiliser. On va C'est la vie.